Alors qu'elle arrive au palais, les pensées de Hara s'assombrissent, se remémorant une violente tempête faisant rage sur un château menaçant. Son esprit vagabonde vers l'empire de Léonia, spécifiquement vers des funérailles solitaires tenues dans la grande cathédrale vide. Elle se souvient d'un homme au pupitre s'adressant aux invités, parlant de chagrin devant un portrait de son ancien moi. L'éloge funèbre continue, pleurant la princesse bien-aimée disparue et exhortant à l'acceptation de la triste vérité. Son ancienne identité est formellement rappelée. La princesse Eristella Leonharpe, la royale aux cheveux blancs et aux yeux dorés. Dans le souvenir, une jeune fille bâille pendant le service, se plaignant intérieurement que c'est ennuyeux, ce qui lui vaut une vive réprimande. Une femme bâille, somnolente, tandis que son jeune fils chuchote qu'il a entendu dire que la princesse était une faiseuse de troubles, et il est vite fait taire. La narration révèle que personne ne la pleurait vraiment, pas même son propre frère, l'empereur de Léonia aux cheveux blancs, qui voulait juste que cela se termine. Un homme referme son livre avec un bruit sourd, pensant qu'il perd la tête, tandis que la narration confirme que tout le monde n'était là que pour les formalités. Alors qu'une cloche sonne, la narration révèle que, étonnamment, la princesse Eristella elle-même font assister à ses propres funérailles, regardant avec une triste acceptation de loin. Elle réfléchit amèrement que, si elle s'attendait à une faible affluence, elle n'aurait jamais cru que ses funérailles seraient aussi misérables. Les personnes en deuil partent en hâte, se plaignant de l'heure tardive et désireuses de rentrer chez elles pour se reposer. Un homme aux cheveux châtain clair lève les yeux, surpris, se demandant pourquoi il y a un renard dans la cathédrale. La renarde reconnaît que, bien qu'elle apparaisse comme un animal aux autres, personne ne croirait la vérité de son identité. Un éclair de magie révèle la vérité. La princesse Eristella était entièrement devenue une renarde. Le souvenir se déplace vers un passé plus ensoleillé, montrant le grand palais lorsque l'empire de Léonia était réputé béni. Dans une magnifique salle de banquet, les nobles célèbrent la gloire de l'empire, notant que la jeune princesse est présente. Une femme en robe rouge soupire, se plaignant que sa fille Lala s'est enfuie après avoir promis de bien se comporter. La jeune princesse Eristella aux cheveux blancs s'émerveille devant le grand banquet, tandis que les invités la complimentent, la trouvant charmante et posée. La foule la salue comme la fierté de l'empire, tandis que les serviteurs transportent soigneusement une grande sculpture de glace à travers la salle. Appréciant d'être le centre de l'attention, la jeune princesse pense fièrement qu'elle a des yeux perspicaces. Soudain, elle trébuche, et l'énorme sculpture de glace vacille dangereusement, provoquant des cris d'alarme parmi les spectateurs. La foule halète d'horreur tandis que les parents de la princesse, l'empereur et l'impératrice, crient son nom de terreur. La gigantesque sculpture de glace fonce vers la jeune princesse terrifiée. Miraculeusement, la sculpture se fige dans les airs, tandis que les invités s'émerveillent, supposant que quelqu'un l'a sauvée par magie, mais la princesse sait que ce n'était pas une force extérieure. Réalisant qu'elle peut sentir un pouvoir en elle, elle observe sous le choc une aura magique émaner d'elle, maintenant la sculpture en l'air. Un carton de titre apparaît sur un fond de cristaux bleus chatoyants, annonçant le nom « Princesse Eristella ». Les invités émerveillés célèbrent cet événement comme une bénédiction pour l'Empire, louant l'incroyable pouvoir magique de la princesse. Alors que la foule l'appelle à prendre la parole, un homme lève son verre et prête serment de protéger l'Empire. La jeune princesse rayonne, jurant d'écraser toute menace par sa propre force, certaine que son génie garantit un avenir heureux. Plus tard, la jeune princesse demande à sa mère si elle est un génie, mais sa mère évoque avec incertitude ses 3 erreurs de dictée. Promettant de ne faire aucune erreur demain, Eristella écoute sa mère souriante lui dire qu'il est l'heure de dormir. Après avoir dit bonne nuit à sa mère, la princesse se couche, se sentant immensément fière et même un peu effrayée de son propre pouvoir. Pendant qu'elle dort, une étrange structure en forme de cage d'énergie violette se forme autour de son lit, et elle s'agite, sentant que quelque chose ne va pas. Un soudain kiak lui échappe alors qu'elle est violemment tirée en l'air, piégée dans la cage magique. Allongée, stupéfaite sur le sol, elle se demande désespérément ce qui diable lui arrive. Elle se retrouve entourée d'écritures tourbillonnantes, complètement confuse quant à ce qui se passe. Les souvenirs commencent à inonder son esprit et elle reconnaît vaguement une scène d'une vie qu'elle ne parvient pas à situer. Elle se souvient de sa guerre, l'étude de livres dans une vie passée, réalisant qu'elle a vécu autrefois dans un monde complètement différent. Le souvenir se termine par l'image choquante de la mort soudaine et sanglante de son moi passé. L'horrible vérité se cristallise. Elle est le personnage principal d'un roman qu'elle a lu et a été réincarnée en princesse Eristella. Cette révélation s'accompagne d'une terrifiante prise de conscience concernant l'histoire qu'elle habite désormais.
Elle se souvient de l'intrigue du roman. À l'âge de 18 ans, elle est destinée à être maudite. La malédiction dicte un destin terrible. Elle vivra une vie haïe de tous et finira par mourir. Incrédule, elle assimile le fait que sa vie suit le chemin tragique du roman vers une malédiction. Elle se souvient que dans le roman, elle est destinée à subir une malédiction d'être mal aimée, un fait inconnu de sa famille impériale. Pour survivre, elle a dû faire des recherches sur l'ancienne malédiction elle-même, soupçonnant qu'elle était liée à ses capacités magiques sans précédent. Refusant d'accepter son destin, elle croit que connaître l'avenir lui donne un avantage. Elle était déterminée à changer son destin en brisant la malédiction, mais le destin est intervenu et la malédiction a consumé son existence. Sa lutte désespérée pour changer son destin fut finalement vaine, se terminant par une mort solitaire et violente. Juste au moment où elle croyait que tout était fini, une lueur d'espoir apparut, alors que ses yeux s'ouvraient de nouveau. Dans un retour véritablement miraculeux, elle se réveilla en enfant petite aux cheveux blancs, renaissant dans son propre passé. À cet instant, elle prit une décision solennelle, réalisant que son désir d'être aimée ne lui avait apporté que de la haine. Elle en vint à comprendre qu'aucune quantité de pouvoir, d'honneur ou de richesse n'avait de sens sans bonheur. Au lieu de chercher l'amour, elle fit un nouveau choix défiant. Elle décida de ne pas le désirer du tout. Elle décida qu'en renonçant à l'amour, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle désirait d'autre, même si cela signifiait être seule. Forte de cette nouvelle conviction, elle crut qu'il ne resterait personne capable de s'opposer à elle. En conséquence, la princesse Eristella Leonharp se forgea une réputation qui fit que tout le monde l'évitait, tandis que 2 personnes chuchotaient à propos de son dernier incident. Elle devint connue comme une faiseuse de troubles et une personne arrogante, acceptant la haine de tous ceux qui l'entouraient. Cependant, à mesure que le dédain du monde à son égard grandissait, son pouvoir augmentait aussi, et elle devint la plus grande mage de l'histoire de l'Empire. Son règne solitaire fut écourté lorsque ses parents furent soudainement assassinés, laissant le palais en deuil. Leurs morts furent bientôt découvertes comme étant le résultat d'une conspiration de mages noirs visant à prendre le contrôle de l'Empire. Dans un moment de lucidité, elle décida qu'elle n'avait pas abandonné les personnes qu'elle aimait. Poussée par le chagrin et la rage, elle jura de faire regretter leurs actions à toutes les personnes derrière la conspiration. Pour chasser ses ennemis en secret, elle choisit de les poursuivre en cachant son identité sous l'apparence d'un renard. Un jour, alors qu'elle était transformée et poursuivait les mages noirs, elle fut acculée et menée au bord de la mort. Alors que sa vision s'estompait, elle rouvrit les yeux sur une nouvelle réalité incroyable et terrifiante. Elle se retrouva piégée en permanence sous sa forme de renard, incapable de redevenir humaine, et paniqua, se demandant pourquoi. Pendant 6 mois, elle essaya tout ce qu'elle put imaginer pour retrouver sa forme humaine, des potions à l'entraînement. Mais le corps du renard avait ses limites, et rien de ce qu'elle tenta ne fonctionna, la laissant abattue. Son absence prolongée conduisit à ce qu'elle soit déclarée morte, et des funérailles formelles furent organisées en son honneur. En apprenant la nouvelle, elle assista à ses propres funérailles, espérant y découvrir quelque chose d'important. Elle n'était pas préparée à la vue déchirante de la vaste cathédrale, presque vide. Secouant sa tristesse, la renarde raffermit sa résolution, déclarant qu'elle doit trouver un moyen de redevenir humaine. Elle est poussée à réussir pour honorer ses regrettés parents et aider ceux qui ont été blessés par les mages noirs. Finalement, elle ressent le devoir de protéger tout l'Empire Léonia des forces qui le menacent. Ses objectifs principaux sont de découvrir la vérité sur la mort de ses parents et d'enquêter secrètement sur la magie noire. Elle réalise que ses ambitions sont impossibles dans un corps de renard et qu'elle doit retrouver le sien dès que possible. Désespérant après 6 mois sous cette forme, elle se demande s'il y a un moyen de sortir de sa situation. Soudain, elle se souvient du Grand-Duché d'Adelasia, une famille possédant une profonde connaissance magique qui pourrait détenir les archives dont elle a besoin. Elle décide que sa seule voie est d'aller au Grand-Duché et de trouver des informations sur son état. En se toilettant, elle considère le principal obstacle, le duc actuel, Heinrision. Le problème est qu'il n'est pas seulement son fiancé arrangé, mais aussi un ami d'enfance dont elle s'est éloignée. Un terrible malentendu les a éloignés et elle n'est pas sûre qu'il sera disposé à l'aider maintenant. Elle se remémore un souvenir d'un jeune Heinrision aux yeux bandés jouant avec un petit renard blanc, perdu dans ses pensées. S'armant de courage, elle accepte qu'il sera furieux en apprenant sa tromperie, mais elle n'a pas d'autre choix. Elle arpente anxieusement, sachant que tout son plan repose sur l'apparition de Heinrision à ses funérailles. Épuisée par la longue et vaine attente, elle finit par s'effondrer et s'endormir sur le sol froid.
Elle suppose tristement qu'il doit la haïr suffisamment pour même ne pas prendre la peine de venir à ses funérailles. Levant les yeux vers la pleine lune, elle se résigne à l'échec, croyant que c'est la fin de son voyage. Juste au moment où elle abandonne l'espoir, elle se retourne avec un soupir et trouve une paire de chaussures cirées juste derrière elle. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors qu'elle lève les yeux et voit Heinrision debout là, au clair de lune. Il marche silencieusement à travers la cathédrale vide vers son portrait, et la petite renarde le suit. Fixant son image, il se demande à voix haute si elle est vraiment morte, trouvant difficile de croire qu'elle s'éteindrait si facilement. Une voix de son passé résonne dans son esprit. Sa voix, l'appelant par son nom, Sion. Il porte une main à sa tête, confus de pouvoir encore entendre sa voix si vivement. Serrant un bouquet de fleurs violettes, il sent sa présence, convaincu que ce n'est pas seulement une hallucination. Un souvenir de s'être tourné pour lui faire face surgit dans son esprit alors qu'elle, sous sa forme de renard, confirme que oui, c'est bien elle. Sion reste figé sous le choc, fixant le petit renard blanc qui est, impossiblement, la princesse Eristella. Un homme aux cheveux bleus foncés ignore la créature devant lui, pensant que ce n'est qu'un minuscule renard. Ses pensées s'égarent vers le souvenir de lui-même enfant dans un jardin de roses, réalisant qu'Eristella l'a trompé et qu'il a perdu quelque chose d'important. Le petit renard blanc lève les yeux, se demandant si l'homme essaye de lui offrir du réconfort. L'homme se demande si c'est le même renard de son passé, celui qui a disparu sans laisser de traces. Un tendre souvenir refait surface, celui du jeune garçon, étreignant le petit renard blanc parmi les roses. Un flash de lumière émane du renard alors qu'il révèle son identité, demandant télépathiquement à l'homme, Sion, s'il se souvient. Sion recule, incrédule, insistant que ce ne peut pas être le même renard, ce qui laisse la créature stupéfaite qu'il ne la reconnaisse pas. Imperturbable, le renard blanc décide qu'il est temps de déployer son arme secrète, la mignonnerie. Sion observe avec un sourire subtil et indéchiffrable. Il demande froidement ce qui se passera si ses charmes ne fonctionnent pas, ce qui pousse le renard à imaginer être frappé par une pierre et à perdre la tête. Complètement déconcerté par sa résistance, le renard exige une explication de ce voyou. Sans un mot, Sion attrape soudainement le petit renard par la peau du cou. Pendant impuissant, le renard proteste contre ce traitement brutal, lui criant de la laisser partir. Sion berce doucement le renard dans ses bras, lui proposant de l'emmener avec lui, laissant le renard demander, surpris, s'il est sérieux. Bien que ce soit exactement ce qu'elle voulait, le renard est suspicieux, se demandant pourquoi il a accepté si facilement. Sion baisse les yeux avec une expression sombre, perdu dans ses pensées. Ses souvenirs se tournent vers une période sombre, se rappelant le temps où elle était portée disparue. Il se souvient avoir suspendu ses fonctions de grand-duc pour ordonner une recherche massive d'Eristella dans la zone où elle avait disparu. Pendant 6 mois, la recherche fut infructueuse sans la moindre piste à trouver. Finalement, des funérailles sans corps ont eu lieu, tandis que Sion se tenait devant le portrait d'Eristella, tourmenté par ce qui lui était arrivé. De retour au présent, le petit renard observe Sion, debout dans la grande pièce. Jetant un coup d'œil par-dessus une chaise, le renard se demande ce qu'il prépare maintenant. Sion ramasse rapidement le renard à nouveau, annonçant qu'il a d'abord besoin d'un bain. Il emporte le renard qui se débat, horrifié. L'âme du renard semble quitter son corps alors qu'il hurle le nom de Heinrision de terreur. Dans un état onirique, une femme aux longs cheveux blancs dort profondément, murmurant à quel point son oreiller est doux. Soudain, l'homme aux cheveux foncés est tiré de son sommeil dans son lit. Il se redresse, révélant le renard blanc collé à son visage dans un choc mutuel. Dans un état second, le renard réalise avec un rougissement qu'il dort juste à côté de lui. Elle se couvre le visage avec ses pattes, sans voix. Jetant un coup d'œil à travers ses pattes, elle désespère d'être toujours piégée sous sa forme de renard. Elle lâche furieusement sa patte, un air de sombre détermination sur le visage. Remplie d'une résolution ardente, elle jure de ne plus jamais subir l'humiliation d'un bain. Il se réveille immédiatement, se demandant ce qu'il a senti sur sa joue, tandis que le renard feint rapidement de dormir. Allez. Le renard transpire, faisant semblant de dormir et maudissant à quel point il est sensible de se réveiller si facilement. Alors qu'il se redresse, elle panique, craignant d'avoir été prise. Le renard continue de paniquer, pensant qu'il a été découvert pendant qu'il se redresse dans le grand lit. Sion tourne la tête regardant par-dessus son épaule vers le pied du lit. À sa surprise, il lui remet simplement la couverture, la laissant confuse. Réalisant qu'elle est en sécurité,
le renard se détend et se blottit avec gratitude dans la douce couverture. Ailleurs, des servantes invisibles chuchotent avec surprise, se demandant pourquoi il y a un renard dans le manoir. Les servantes bavardent sur le fait que le grand-duc n'aime pas les animaux, surtout les renards, ce qui choque le renard qui les espionne. Le renard trouve cela impossible, sachant que Sion a toujours aimé les animaux depuis qu'il est enfant. Elle se souvient qu'il aimait tellement les renards qu'il refusait de participer aux compétitions de chasse. Elle se souvient à quel point il semblait heureux de la voir et avec quelle facilité il l'a ramenée à la maison, convaincu que les servantes se trompent. Les servantes continuent de s'inquiéter, chuchotant sur ce qu'elles devraient faire et si son Altesse sera en colère. Une servante suggère de se débarrasser du renard et les yeux de la créature s'écarquillent d'horreur absolue. Le renard fait une crise de colère, exigeant qu'elles aillent parler à Einrision elle-même. Elle panique à l'idée d'être expulsée, ce qui la laisserait dans la rue, et ruinerait ses projets de lire des livres de magie. Les femmes de chambre décident de signaler le renard au majordome, convenant que l'une d'elles devrait rester pour le surveiller. L'une des femmes de chambre aux cheveux bruns courts se porte volontaire pour aller signaler la situation. La femme de chambre aux cheveux courts sourit avec gratitude, tandis que les autres acceptent de s'occuper du renard en son absence. Avec des yeux menaçants et brillants, les femmes de chambre restantes se penchent sur le renard blanc terrifié. Le renard est assis sur le lit, agacé et méfiant, se demandant ce que les femmes de chambre préparent. Gonflant sa poitrine avec fierté, le renard suppose que les femmes de chambre sont simplement captivées par sa beauté époustouflante. Un flashback montre un jeune Einrision captivé par le renard, avec une narration révélant qu'il voulait la garder toute la journée après sa première transformation. De retour au présent, les femmes de chambre demandent avec empressement si elles peuvent caresser le renard, le prenant par surprise. Alors qu'une main s'abaisse pour le caresser, le renard glapit en protestation, exigeant de ne pas être touché. Le contact déclenche un souvenir d'une jeune fille aux cheveux blancs nommée Lala, dont le père voulait la serrer dans ses bras. Dans le souvenir, son père soulève Lala dans les airs, commentant en plaisantant à quel point elle est devenue lourde. Le souvenir continue alors que son père l'embrasse, remarquant à quel point elle est jolie. La jeune Lala regarde tandis qu'une voix l'appelle, ses pensées dérivant vers son père. Un souvenir douloureux refait surface de sa mère et de son père à son chevet, jurant de rester avec elle jusqu'à sa guérison. Au présent, le renard est tenu et manque profondément quelqu'un, se demandant s'il l'aurait reconnu. Le renard est soudainement tenu par un majordome aux cheveux sombres, le laissant abasourdi et sans voix. Le majordome lance au renard un regard froid, le faisant s'interroger sur son expression glaciale. Le renard commence à transpirer, submergé par la peur qu'il soit sur le point de la chasser. Sion apparaît devant les femmes de chambre, qui semblent surprises par sa décision, tandis que le renard est choqué de le voir. Le renard réalise que tout son avenir dépend désormais de la perception des femmes de chambre à son égard. Se tenant fièrement sur l'épaule de Sion, le renard est déterminé à prouver sa valeur aux domestiques. Sion remarque sèchement que le renard est très doué pour causer des ennuis, ce qui lui vaut un regard noir. Sion sourit narquoisement tandis que le renard, perché sur son épaule, le traite silencieusement de vaurien. La situation étant résolue, le renard se détend, content de rester jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen de retrouver sa forme humaine. La scène se déplace vers le bureau de Sion, où il parle avec un aide aux cheveux verts, tandis que le renard est assis à proximité. L'homme aux cheveux verts est présenté comme Rowen, le plus proche aide de Heinrichon. Rowen pointe du doigt le renard, remettant en question sa légitimité, ce qui irrite immensément la créature. Rowen continue de s'opposer à la garde de l'animal, soulignant que ses origines sont inconnues. Il conseille à Sion d'éviter les animaux qui ne respectent pas leurs propriétaires, révélant de fraîches marques de morsures sur le bras de Sion. Enragé par ces paroles, le renard brille d'une aura bleue, prêt à se battre. Le renard se calme rapidement, décidant qu'un combat est inévitable, pour être ensuite surpris par quelque chose. Sion est assis calmement dans son grand fauteuil, tendant une main accueillante vers le renard. Avec une expression douce, Sion déclare qu'il ne peut laisser son renard entre les mains de personne d'autre. Le renard mordit Sion au doigt, provoquant la panique d'un autre aide à lunettes, tandis que Sion le rassure en disant que ce n'est qu'un salut. Rowen regarde avec incrédulité, demandant si son Altesse va réellement élever la créature. Sion sourit narquoisement, notant que cette fois, le renard est venu à lui de son plein gré. Il déclare que le renard est maintenant entièrement à lui, et ces mots font monter une larme à l'œil du renard alors qu'il se demande s'il se souvient de leur passé. Un narrateur révèle que Sion n'a toujours aucune idée quel était le renard de son enfance. Rowen rapporte que des traces de magie noire ont été trouvées,
et le renard réalise que c'est l'information dont il a besoin. Une silhouette sombre et encapuchonnée se tient au-dessus d'un tas de crânes, tandis que la narration confirme l'arrivée d'informations tant attendues sur la magie noire. Alors que Rowan commence à lire son rapport, le renard complote pour se rapprocher de l'aide afin d'obtenir plus d'informations. Sion appelle Rowan, et le renard se lamente de la difficulté de sa tâche, car l'aide le déteste déjà. Une femme aux cheveux orange nommée Anessa s'approche de Rowan, donnant au renard une nouvelle idée. L'approcher elle plutôt. Saisissant l'occasion, le petit renard suit furtivement Anessa alors qu'elle quitte la pièce. Le renard craint qu'Anessa ne le déteste aussi, mais réaffirme sa résolution de découvrir des informations sur le mage noir. Une porte s'entrouvre en grinçant, et le renard déterminé suit Anessa à travers l'embrasure. Anessa ramasse immédiatement le renard, s'extasiant sur sa mignonnerie de près. Câlinant le renard joyeusement, Anessa invite la créature à l'accompagner. Anessa dit au renard qu'il doit avoir faim puisque c'est presque l'heure du déjeuner, ignorant que Sion les regarde partir. Le renard flotte dans une mer de délicieuses friandises, dans un état de pur bonheur culinaire. La renarde repue se délecte dans le bonheur post-repas, rationalisant que le festin était le carburant nécessaire à son enquête. La renarde entend deux servantes bavarder, surprise que son Altesse ait réellement terminé son repas sans aucune plainte. Sion ajuste sa tenue de cérémonie tandis que la renarde bien nourrie se prélasse avec contentement sur une surface proche. En regardant un souvenir de son moi humain en train de dîner, la renarde remarque que si Sion est un petit mangeur, elle a toujours aimé la nourriture. Le majordome s'approche de Sion, lui demandant s'il a choisi un nom pour la renarde, ce qui le prend par surprise. Alors que le majordome insiste qu'ils ne peuvent pas continuer à l'appeler renarde, les oreilles de la créature se dressent avec intérêt. Sinon croise les bras, contemplant sérieusement quel serait un bon nom, tandis que la renarde le regarde avec attente. Une joyeuse servante dit avec enthousiasme à Sion que le nom d'un animal peut façonner sa personnalité, l'exhortant à choisir judicieusement. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Sion, alors qu'il accepte, promettant de choisir le nom très soigneusement. Les serviteurs sont remplis de joie, la narration notant que Sion sourit rarement, et que tout est grâce à la renarde. Tandis que le majordome, les larmes aux yeux, souhaite un joli nom, la renarde le fixe, certaine qu'il va choisir quelque chose de ridicule. Sion s'agenouille pour caresser la renarde dans son nouveau lit, la traitant en taquinant de créature de mauvaise humeur. Il sourit, décidant qu'il choisira un nom qui correspond à sa personnalité, ce qui fait grogner la renarde de fureur. Alors qu'il soulève la renarde qui se débat par la peau du cou, elle hurle silencieusement sa désapprobation de son plan. Sion considère pensivement une autre option de nom. Le reflet d'une silhouette dans les yeux dorés de la renarde déclenche une réalisation soudaine et étincelante. « Ah !» La renarde sursaute, frappée par une pensée horrible. Il savait que c'était elle depuis le début. Un beau souvenir commence à faire surface, alors qu'une voix appelle. Dans un flashback d'un jardin vibrant, un jeune garçon crie désespérément à quelqu'un de l'attendre. Un jeune Sion poursuit une fille aux cheveux blancs, l'appelant par son nom, Lala. Revenant au présent, la renarde essaie, d'un air grincheux, de rejeter le souvenir comme une simple coïncidence. Sion se penche et confirme finalement ses craintes, demandant pourquoi Eristella est là et sous sa forme de renarde. La renarde grimace, réalisant avec une certitude absolue qu'il savait tout depuis le tout début. Sion la regarde, lui demandant calmement le but de son intrusion dans le manoir. Elle lui lance un regard furieux, offensé par son interrogateur, alors qu'il lui demande si elle pensait vraiment qu'il ne saurait pas. Il sourit, déclarant froidement que ses compétences devaient s'être émoussées si elle ne pouvait même pas cacher sa propre identité. Eristella, sous forme humaine et de renarde, verse une seule larme de frustration d'avoir été découverte si facilement. Dans un souvenir du passé, une femme demande à un jeune Sion s'il veut la renarde qui vit dans le jardin. Après qu'il ait accepté, une jeune Eristella sirote son thé et l'avertit que ce n'est pas une renarde qu'il pourra gérer. La mémoire de Sion se concentre sur ses yeux dorés distinctifs. Il se souvient avoir vu les mêmes yeux dorés sur la renarde et la fille, connectant finalement les deux. De retour au présent, Sion déduit qu'elle est venue à lui sous cette forme, parce qu'elle cherche quelque chose qu'il possède. Il devine correctement qu'elle est à la recherche de matériaux magiques que sa famille a passé des années à rechercher. Sion révèle qu'ils ont trouvé des traces de magie noire, sur le même territoire, où elle a disparu. Il assemble les pièces, déclarant qu'elle est venue à son manoir pour trouver un moyen de redevenir humaine. Avec une expression sombre, Sion déplore qu'il est inutile de demander des détails, car elle a toujours gardé des secrets. Il s'adresse directement à elle en tant qu'Eristella,
la faisant tressaillir, et lui fait une promesse maintenant qu'elle est là. Ses yeux se durcissent de résolution alors qu'il jure qu'il ne laissera pas cela, sa disparition, se reproduire. Sion l'emporte, exigeant qu'elle écrive ce qui s'est passé afin qu'il puisse décider si elle reste ou part. Soudainement énergisée par son offre, la renarde bondit sur ses pattes, avec des yeux grands et pleins d'espoir. Rowan interrompt avec l'urgente nouvelle d'une visite du marquis Aveling, attirant l'attention de la renarde. Il clarifie que le jeune maître est arrivé avec son tuteur, Sir Patrick. Avec une expression sombre, Sion accepte de les rencontrer en premier. Un garçon aux cheveux bleus est présenté comme Leighton Aveling, le neveu de Heinrichen. Un portrait de famille révèle que Leighton est le fils du demi-frère de Heinrich Sion et de la marquise Olivia Aveling. La narration explique que les parents de Leighton sont morts dans un accident il y a 1 an, faisant de lui le seul héritier. Parce qu'il a moins de 15 ans, Leighton a eu besoin d'un tuteur, Sir Patrick. Le Sir Patrick aux cheveux gris est montré assis à côté d'un Leighton soumis. La renarde bouillonne à la vue de Patrick, se souvenant que l'homme a été puni il y a seulement 6 mois pour avoir maltraité Leighton. Elle regarde avec une incrédulité totale, se demandant pourquoi cet homme est toujours autorisé à être le tuteur de Leighton. Tapant impatiemment ses pattes sur le bureau, la renarde décide qu'aider Leighton est plus important que sa propre situation. Avec une détermination nouvelle, la renarde sprint à travers le grand hall, résolue dans sa mission de sauver Leighton. Elle réalise que, puisque Sion se méfie d'elle, elle devra trouver un autre allié pour l'aider dans son plan. Alors que la patte de la renarde atterrit, elle aperçoit Anesa au loin, et est frappée par une idée brillante. Une voix interpelle Anesa, qui se retourne et est surprise de voir la petite créature, l'appelant Mademoiselle Renarde. Tendant la patte vers Anesa pour demander de l'aide, la renarde se souvient comment Sir Patrick utilise un incident passé pour empêcher Sion d'obtenir la garde de Leighton. Anesa se demande pensivement pourquoi le grand-duc est tenu responsable de quelque chose que la princesse a fait. Tenue dans les bras d'Anesa, la renarde est troublée par ses pensées, se demandant ce qu'elle aurait pu faire. Quand un homme mentionne qu'ils auraient pu faire venir Leighton, la renarde réalise qu'il se réfère à cet incident. La scène s'estompe au noir, revenant sur des événements d'il y a 6 mois. Dans un souvenir, la forme humaine d'Eristella confirme à un homme qu'elle a évalué le pouvoir magique de Leighton Aveling. Alors qu'un homme pose une main sur l'épaule de Leighton, nerveux, Eristella l'encourage, mais sa magie devient gravement instable au toucher. Un flashback révèle Sir Patrick entouré d'une aura sombre, avertissant sévèrement Leighton de ne pas ternir le nom de la famille. Eristella confronte Sir Patrick concernant son terrible traitement envers Leighton, mais il se contente de sourire d'un air dédaigneux. De retour au présent, la renarde atterrit près de la jambe de quelqu'un, se souvenant comment elle savait que Leighton était maltraité juste par sa magie, tandis qu'un homme s'exclame. « Mademoiselle Renarde ?» La renarde traverse les couloirs à toute vitesse, jurant que cette fois, elle ne laissera absolument pas Leighton seul. En entendant 2 domestiques discuter du nettoyage d'un tapis de main, la renarde réalise qu'elle est arrivée à destination. Elle se tient devant les portes ornées du laboratoire de magie du grand-duc Adelasia. Elle se souvient de son jeune moi, créant de nouveaux objets magiques secrets, et les cachant dans ce même laboratoire. La renarde trouve un cristal rose lumineux, se souvenant qu'elle avait caché cet objet dangereux dans un coin pour éviter qu'il ne soit interdit. Berçant l'objet magique, elle se sent soulagée de l'avoir gardé, n'imaginant jamais qu'elle aurait besoin de l'utiliser ainsi. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, Sir Patrick suggère que l'ingérence d'Adelasia est plus que de la simple gentillesse envers un parent. Sion semble frustré, remarquant que Sir Patrick utilise toujours la même excuse, tandis que Rowan l'exhorte à reconsidérer. Sir Patrick soutient que l'Académie aidera Leighton, doué en magie, mais Sion rétorque que la force de la famille Aveling est l'escrime. Sir Patrick espère froidement que Sion cessera de dépasser son autorité. La narration explique qu'un Leighton abattu n'a pas le physique pour devenir chevalier. Un souvenir montre un jeune Leighton luttant avec une épée, tandis que la narration stipule qu'il est né avec un talent magique, mais un corps faible. Sion contemple les 2 voies qui lui restent à prendre concernant l'avenir de Leighton. Il pèse ses options, reculer et respecter les souhaits des Aveling, ou envoyer de force Leighton à l'Académie de magie, concluant que cette dernière option est meilleure pour le garçon. Sion demande à Sir Patrick s'il est vraiment réticent à changer d'avis, mais Patrick insiste sur le fait que Sion est celui qui devrait céder. Sirotant son thé, Sir Patrick dit d'un air suffisant à Sion que changer d'avis sera difficile. La petite renarde jette un coup d'œil dans la pièce tendue, étant arrivée juste à temps. Sion est surpris par l'entrée soudaine et confiante de la renarde, se demandant pourquoi elle est apparue à ce moment précis.
La renarde saute sur les genoux de Sion, surprenant Sir Patrick et faisant haleter Layton d'émerveillement. Sir Patrick esquisse un fin sourire, commentant la mignonne renarde et notant que dans leur empire, les animaux apportent une bonne réputation. Il tapote la renarde rudement, la faisant grimacer de douleur et le maudire en silence. Sir Patrick ramasse la renarde, se vantant qu'elle doit le préférer au grand-duc. Sion observe avec une expression sévère, demandant télépathiquement à Elistella ce qu'elle fait. La renarde regarde Sion, lui disant silencieusement de regarder tranquillement car elle fait cela pour lui. Comprenant qu'elle a un plan, Sion décide d'attendre et de voir ce qu'elle lui réserve. La renarde monte sur l'épaule de Sir Patrick, qui rit nerveusement et lui demande de descendre, confiant que rien ne se passera. Alors qu'elle le frotte, la renarde attache secrètement l'artefact magique lumineux à son col. Elle l'observe attentivement, sachant que l'objet provoquera une réaction massive s'il tente de nuire à Layton. Soudain, la renarde saute de son épaule, laissant un Sir Patrick stupéfait se demander où elle va. Sion attrape la renarde tandis que Sir Patrick fulmine à propos de la créature éhontée, mais la renarde le regarde juste en retour avec défi. Avec un grognement, la renarde pense que Sir Patrick est celui qui n'a pas de manières. Sir Patrick recule de colère, criant que l'animal est tout comme son maître. Annonçant que leurs affaires sont terminées, Sir Patrick dit avec colère à un Layton effrayé de se lever pour qu'il puisse partir. En partant, Sir Patrick lance une dernière menace, avertissant Sion que s'il dépasse à nouveau son autorité, il y aura des conséquences. Patrick achève son avertissement en menaçant d'impliquer le palais impérial, mais la renarde se moque de l'idée qu'il puisse offrir une réelle protection. Alors que Layton annonce son départ, la renarde réalise qu'elle a une affaire inachevée avec le jeune garçon. Elle se précipite aux côtés de Layton, le suppliant mentalement de ne pas partir tout de suite. Layton se tourne avec surprise alors que le renard attire son attention, lui faisant signe de s'asseoir en silence. Se cachant derrière une colonne, la renarde observe Sion et Layton, et pense que tout est désormais prêt pour son plan. Elle se souvient avoir placé une marque magique non seulement sur Patrick, mais aussi secrètement sur la cheville de Layton. La renarde s'assied avec confiance, sachant qu'elle n'a plus qu'à attendre que son plan pour aider Layton se déroule. Le récit présente Sophia Aveling, une femme redoutable, qui détient le véritable pouvoir au sein de la famille Aveling. Malgré sa personnalité froide, Sophia est réputée se soucier profondément de Layton et n'ignorera pas les atrocités commises par Patrick. De retour au présent, Sion regarde par une fenêtre avec la renarde, ressentant une étrange et soudaine sensation de malaise. Il ramasse la renarde mécontente qui se tortille de malheur dans sa prise. Tenant la renarde qui se débat, Sion se demande pourquoi les actions de Sir Patrick lui ont semblé familières, se demandant si cela est lié à la magie. Sion lui tient doucement le visage, exigeant qu'elle lui dise la vérité maintenant, et la renarde accepte nerveusement. Alors qu'elle se tortille dans ses mains, la renarde pense à la façon dont son objet magique empêchera Patrick de nuire directement à Layton. Plus tard cette nuit-là, au domaine Aveling, une narration révèle que Sir Patrick était très déçu du comportement de Layton. Un Sir Patrick furieux informe un Layton terrifié qu'il sera puni pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Layton tremble, tandis que Sir Patrick lui ordonne froidement de rester immobile. Alors que Patrick lève la main pour frapper, criant à Layton de se taire, le garçon pense avec terreur qu'il ne veut plus être frappé. Layton tend une main, implorant désespérément que quelqu'un l'aide. Soudain, un éclair de magie bleue jaillit de la cheville de Layton, projetant Sir Patrick au sol alors qu'il hurle sous le choc. Se relevant difficilement du sol, un Sir Patrick enragé fixe le garçon du regard et le traite d'ingrat. Il demande furieusement si Layton pense pouvoir riposter avec de simples astuces, mais le garçon reste ferme. Sir Patrick s'avance lentement, demandant d'un ton menaçant qui a appris à Layton à agir de la sorte. Il se jette sur Layton en criant « Tais-toi !» faisant reculer le garçon de peur. Une vague massive de magie protectrice jaillit de Layton, projetant Sir Patrick à travers la pièce. Un Sir Patrick contusionné et roussi se remet difficilement sur pied, enragé que Layton ait osé l'attaquer. Il jure de punir Layton pour ses sottises, mais est interrompu par une présence soudaine et glaçante. Sir Patrick se fige de terreur en trouvant Sophia Aveling debout devant lui, son expression glaciale de rage. Sophia exige furieusement de savoir comment il a osé toucher son petit-fils, l'héritier de la famille, tandis qu'un Patrick à genoux insiste que c'est un malentendu. Patrick tente de rejeter la faute, affirmant que Layton manquait de respect, mais le garçon observe le mensonge sous le choc. Refusant d'écouter, Sophia le réprimande, affirmant que la magie ne réagit qu'à une intention hostile, et Patrick panique, niant tout.
Sophia serre son petit-fils dans une étreinte protectrice, s'excusant de son absence et de la pression qu'elle lui a infligée. Alors que Layton pleure sur son épaule, elle s'excuse à nouveau de ne pas avoir réalisé ce qui se passait sous sa surveillance. Elle ordonne que Patrick soit immédiatement expulsé alors qu'il supplie pour une autre chance, et elle emmène Layton en sécurité. Le flashback se termine, affirmant que Sophia a sauvé Layton et a envoyé une lettre quelques jours plus tard. Sa lettre révèle que Patrick a été reconnu coupable de mauvais traitements envers Layton, et a ensuite été banni de la famille. La lettre se conclut en partageant la bonne nouvelle que Layton s'est inscrit à l'Académie de magie et améliore ses compétences. Les derniers mots de la lettre remercient le destinataire de l'avoir protégé. De retour au présent, la renarde repose sur l'épaule de Sion, alors qu'il lui demande télépathiquement si elle croit que ce résultat positif est son œuvre. La renarde sourit d'un air suffisant, pensant fièrement que personne d'autre n'aurait été assez intelligent pour placer l'artefact sur Patrick. Sautant sur son bureau, elle confronte Sion, lui demandant s'il compte toujours refuser son aide. Elle se pavane, se vantant que la garder à ses côtés lui assurera d'obtenir tout ce qu'il pourrait désirer. Se plantant juste devant lui, elle exige avec colère de savoir s'il envisage toujours de la chasser après qu'elle a prouvé sa valeur. Sion a l'air peu impressionné, demandant froidement si elle se vante juste parce que son plan a fonctionné, et qu'elle s'attend maintenant à une carte blanche. Il finit par céder, reconnaissant que les choses se sont bien passées, et acceptant de la laisser faire ce qu'elle veut sans plus de questions. Les yeux de la renarde pétillent de joie alors qu'elle célèbre sa victoire durement acquise. Rowan entre dans le bureau de Sion, interrompant le moment pour livrer un rapport sur une récente recherche. Alors que Rowan confirme que la recherche faisait partie des efforts de Sion pour étendre son influence à l'étranger, la renarde écoute avec un vif intérêt. Elle regarde Sion avec une réalisation naissante, comprenant que ces jeux de pouvoir, auxquels même la famille impériale a cédé, étaient tous pour son bien. Alors qu'elle remue la queue, la renarde félicite mentalement le bon travail accompli dans la lettre. Sion, l'air pensif, congédie Rowan, lui disant d'arrêter de la chercher pour l'instant. La renarde réalise avec un frisson d'excitation que Sion l'a vraiment cherché tout ce temps. La renarde s'étire avec contentement, se demandant ce qu'elle peut faire quand elle se sent si bien. Dans un flashback, une femme aux cheveux blancs se souvient avoir cru que personne ne la chercherait, pensant que sa relation avec Sion n'était due qu'à son statut de princesse. Ses souvenirs continuent, révélant qu'après cet incident, leur relation a complètement changé. Elle réalise qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il la cherche, et elle est reconnaissante, remerciant Sion dans ses pensées. De retour au présent, Sion l'appelle par son nom, Élysée Stella, lui demandant si elle pensait vraiment qu'il ne la chercherait pas. La renarde explose de rage, furieuse et demandant s'il se moque d'elle. Il l'informe qu'une autre famille la recherchait également désespérément, piquant la curiosité de la renarde. La scène passe à un blason sombre et orné identifiant la famille du comte Arzoudi. Sion mentionne qu'il a cherché plus ardemment qu'eux, mais la renarde est trop distraite à se demander pourquoi cette famille la chercherait pour l'écouter. Il explique que, bien que la famille Arzoudi soit loyale envers la famille impériale, il n'avait aucun lien personnel avec elle. Ses yeux se plissent alors qu'elle réalise la vérité. Elle émet l'hypothèse que s'ils sont des magiciens noirs, il serait logique qu'ils la recherchent désespérément. Une image sombre de noble silhouettés apparaît, tandis que la narration explique que la magie noire est très répandue parmi eux. On frappe à la porte alors que Rowan annonce son entrée, et la renarde s'interroge sur la personne inconnue qui l'accompagne. Rowan présente un dresseur d'animaux pour Mademoiselle Renarde, la laissant complètement stupéfaite et sans voix. Il présente ensuite un harnais de renarde sur mesure, à son grand désarroi. La renarde hurle intérieurement de fureur, réalisant qu'il est déterminé à la dompter. Elle grogne, pensant avec colère à la façon dont il a tout préparé sans la prévenir. Sion dit calmement à Rowan qu'il ne lui a jamais demandé de faire cela. Rowan explique qu'il sait que Sion se soucie de la renarde, mais il avertit que la prochaine fois, il pourrait se retrouver avec une cicatrice au visage au lieu des mains, tandis que la renarde craint d'être vendue. Sion convient que, puisqu'elle est un animal sauvage, elle pourrait avoir besoin d'être apprivoisée, et la renarde est horrifiée qu'il se range du côté de Rowan. Sion ordonne à Rowan de renvoyer le dresseur, laissant son aide perplexe. Avec un regard déterminé, Sion déclare qu'il l'entraînera lui-même car un dresseur n'est pas nécessaire. En partant, Rowan dit à Sion qu'il comprend ses sentiments, mais insiste sur le fait qu'il doit voir la renarde bien apprivoisée. Sion répond froidement « Ah oui ? Eh bien alors », tandis que Rowan continue, affirmant que ce n'est qu'alors qu'il pourra être soulagé. Exigeant son attention, Sion ordonne « Pat !», laissant la renarde complètement offensée d'être traitée comme un chiot.
Les yeux de la renarde s'écarquillent, alors qu'elle voit le reflet d'un délicieux steak, réalisant qu'un menu spécial est en jeu. Il répète son ordre pour la pâte, et alors qu'elle obéit, Rowan note qu'elle écoute, tandis que la renarde pense qu'elle a déjà tout compris. En caressant la renarde, Sion lui dit que si elle continue d'écouter, ils pourront vivre ensemble sans problème, mais son regard suggère qu'elle n'est pas convaincue. Dans un flashback vers un jardin luxuriant, une jeune fille en robe jaune demande à un jeune garçon s'il va continuer à la suivre, et il répond « oui ». La jeune fille aux cheveux blancs avertit le garçon que s'il va abandonner, il ne devrait pas la poursuivre. Mais il promet résolument qu'il n'abandonnera pas. Elle le met au défi d'essayer de l'attraper alors qu'elle s'enfuit à travers le jardin. La narration révèle qu'à l'époque, Sion était plus petit et plus faible, luttant pour la vaincre avec la seule force de sa volonté alors qu'il trébuche en la poursuivant. Un an plus tard, un Einrisian, légèrement plus âgé, lui prend finalement la main sous un ciel étoilé, annonçant fièrement « Je t'ai eu !» alors qu'elle le félicite. Au moment où leurs mains se touchent, un cercle magique rose éclatant jaillit sous leurs pieds dans un flash soudain. Le souvenir submerge Sion, alors qu'il se remémore la montée de pouvoir, le sourire éclatant de la jeune fille et leurs mains jointes au milieu d'un tourbillon de magie et de pétales. De retour au présent, Sion tient la patte de la renarde et réfléchit à leur connexion passée, tandis qu'elle déplore intérieurement son état actuel de princesse serrant la main comme un animal de compagnie. En regardant la grande demeure, la renarde pense avec agacement que Sion est vraiment quelqu'un d'autre. Maintenant que sa place est assurée, la renarde trotte joyeusement dans le couloir, pensant qu'elle peut rester sans souci, tandis que deux servantes roucoulent devant la mignonne renarde. Une servante remarque que la renarde semble de bonne humeur aujourd'hui, et l'autre acquiesce, notant ses pas allègres. La servante souriante déclare que la renarde a l'air content et absolument adorable. Un flashback la montre en jeune fille dans une robe rouge, se remémorant comment elle a appris l'étiquette royale, rendant sa démarche pleine d'élégance. En entendant les servantes s'extasier sur elle, elle apprécie leur bienveillance, quelque chose qui lui manquait en tant que princesse. Admirant son reflet dans une fenêtre, elle remarque à quel point elle a l'air élégante, même en marchant simplement. Elle conclut fièrement qu'elle est belle, que ce soit sous forme humaine ou de renard. Concluant qu'il n'est pas si mal d'être jolie, elle réalise qu'elle n'a nulle part où aller en particulier. Elle trotte avec assurance aux côtés de Sion, décidant qu'en tant que renarde officielle du duché, elle peut désormais aller n'importe où. Simon annonce que Layton vient saluer avant de partir pour l'académie de magie et décide qu'il devrait l'accueillir. Layton, désormais plus grand et aux cheveux bleus, arrive, l'air confiant et raffiné, tandis qu'un majordome se tient derrière lui. Un Layton ravi saisit la renarde, tandis que Sion l'accueille formellement. Tenue en l'air, la renarde lance un regard furieux, se plaignant intérieurement de sa propre douceur. Layton câline la renarde, lui demandant comment elle va. Mais elle reste silencieusement peu amusée dans ses bras. La renarde remarque que Layton semble différent et plus grand qu'avant, ressentant un soulagement l'envahir alors qu'il sourit. Layton donne à la renarde une étreinte affectueuse et serrée, sur un fond de fleurs en pleine floraison. Luttant contre son étreinte affectueuse, la renarde exige avec colère qu'il la laisse partir. Layton rayonne, tenant la renarde en l'air pour montrer ses petites pattes, tout en appelant joyeusement son oncle. Il demande ensuite à Sion s'il peut l'emmener à l'académie de magie, laissant Sion et la renarde complètement stupéfaits. Layton explique qu'il a entendu dire qu'il est courant pour les étudiants d'amener leurs animaux de compagnie à l'académie. L'esprit de la renarde s'emballe de panique alors qu'elle essaye désespérément de comprendre ce qui se passe. Avec un sourire malicieux, Layton tient la renarde, maintenant en feu, qui panique intérieurement à l'idée que Sion puisse réellement accepter. Sion croise les bras pensivement, répondant qu'il va réfléchir à la demande. Waouh! L'esprit de la renarde semble s'envoler de son corps sous le choc alors qu'elle maudit Layton dans sa tête. Sion prend la renarde à Layton, lui disant de se reposer de son voyage et de la laisser derrière lui. La renarde est assise anxieusement, espérant que Einrisian ne la laissera pas partir, car elle doit encore fouiller ses livres de magie à la recherche d'indices. Elle craint de ne pas être sûre de l'issue, sachant à quel point Sion est particulièrement affectueux avec Layton. Alors qu'un Layton souriant apparaît, la narration confirme que Sion refuse rarement ses requêtes, ce qui fait se demander à la renarde s'il va vraiment l'envoyer au loin. Sion demande à Layton s'il est inquiet à l'idée de partir pour l'académie demain, et le garçon admet qu'il l'est un peu. Layton esquisse un sourire doux, légèrement timide. Sion tapote affectueusement la tête de Layton, disant au garçon qu'il ressemble beaucoup à ses parents. Il encourage Layton, expliquant que l'académie sera un lieu pour apprendre, expérimenter de nouvelles choses, et développer davantage son talent magique.
Présentant une grande pile de livres, Sion les appelle un cadeau pour aider Layton à apprendre la magie correctement. Layton accepte avec gratitude l'épaisse pile de livres, rayonnant en promettant de travailler dur. Sion lui donne un dernier conseil. La magie lui accordera un pouvoir illimité que personne d'autre ne peut avoir, ce que Layton accepte volontiers. Sion marque une pause dans sa réflexion, son expression sérieuse, alors qu'il s'apprête à ajouter une dernière condition. Layton lève les yeux, surpris et curieux de ce que son oncle va dire. Layton supplie soudainement son oncle de le laisser emmener. Fluffy, promettant de bien s'occuper d'elle, mais Sion s'interroge sur ce nom ridicule. Rayonnant, Layton explique qu'il l'a nommée Fluffy, parce qu'elle ressemble à une boule de neige dufteuse, l'imaginant comme une adorable renarde des neiges. Il insiste sur le fait que la renarde aime ce nom et l'écoute, promettant à nouveau de l'élever correctement si Sion le permet. Sion le regarde, une goutte de sueur sur le visage alors qu'il demande avec scepticisme si c'est vraiment vrai. Alors que Sion lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir l'élever, Layton répond avec une certitude absolue qu'il le peut. Pendant ce temps, dans sa chambre, Elisestella est assise avec une expression grincheuse, clairement agacée. Elle pense avec un mélange d'excitation et de fureur qu'il l'a enfin vue, mais hurle mentalement pour que tout le monde arrête de l'appeler Fluffy. Piétinant une petite boîte de frustration, elle se réprimande d'avoir réagi chaque fois que quelqu'un l'appelle par ce terrible surnom. Allongée dans son lit, elle réalise avec un sursaut qu'elle s'est endormie et qu'il est déjà matin. La renarde s'étire en se réveillant, réalisant avec surprise qu'elle s'est endormie en attendant Sion. Regardant autour du vaste lit vide, elle se demande où Sion est parti. Une soudaine bouffée de panique la saisit, craignant que ses protestations n'aient été ignorées et qu'elle soit envoyée à l'académie avec Layton. Elle aperçoit Sion assis calmement sur un canapé, lisant un journal, et lui demande si elle est enfin réveillée. Le fixant du regard, elle fulmine en silence qu'il les regardait dormir tout ce temps, sans prendre la peine de la réveiller. Il lui dit de se dépêcher et de se préparer, annonçant qu'il va voir Layton maintenant. Contemplant le grand domaine, elle conclut avec colère que Sion va réellement l'envoyer avec son neveu. Perchée au sommet d'une pile de bagages, elle se résout à ce que sa seule option soit de trouver un moyen de s'enfuir. Près de la calèche, Layton court vers eux, appelant joyeusement « Fluffy !» Layton sourit chaleureusement à la renarde, se penchant pour lui demander si elle a bien dormi. Alors que Layton s'extasie sur sa beauté, la résolution de la renarde de s'enfuir vacille, peinée par son affection sincère. Avec une expression sévère, Sion informe Layton que le nom de la renarde n'est pas Fluffy. Layton lève les yeux vers son oncle et supplie, demandant s'ils peuvent l'appeler Fluffy, puisqu'elle semble aimer ça. Un sourire sceptique traverse le visage de Sion alors qu'il demande si c'est vraiment le cas. La renarde secoue frénétiquement la tête, hurlant intérieurement qu'elle n'aime absolument pas ce nom. Les larmes aux yeux, elle désespère, se demandant comment ils ont pu la méprendre si complètement. Sion, tenant la renarde maintenant stupéfaite, révèle que ceci est le cadeau qu'il a mentionné, la faisant paniquer à l'idée d'être donnée. Tandis que Sion lui demande de s'enfuir à l'académie, elle se débat furieusement, le maudissant intérieurement comme un homme cruel. Un majordome présente soudain un petit chiot blanc sur un coussin rose, laissant la renarde complètement confuse. Un Layton rayonnant accepte avec gratitude l'adorable chiot, son véritable cadeau. Jetant un coup d'œil depuis la sécurité des bras de Sion, la renarde soupire de soulagement, réalisant qu'il ne la donnait pas après tout. Sino explique que le chiot sera un bon ami pour Layton à l'académie alors qu'il pousse joyeusement un petit aboiement. Une pensée soudaine commence à émerger chez la renarde, tandis qu'elle fixe intensément le chiot joyeux. Alors que le chiot aboie de nouveau, la pensée de la renarde se conclut par un « Quoi ?» stupéfait. Sion brise le moment, leur disant d'arrêter de fixer à moins qu'elle ne préfère aller avec Layton et être appelée Fluffy. Il lui couvre les yeux de sa main, mais elle proteste intérieurement, ayant besoin de confirmer ses soupçons. Maintenant, avec une vue dégagée sur Layton et son nouvel animal de compagnie, elle se demande si elle a juste imaginé ce qu'elle pensait avoir vu. Alors que Sion annonce son départ, un homme près de la calèche lui dit de prendre soin de lui. Layton promet de montrer son amélioration la prochaine fois, et Sion, tenant la renarde, répond qu'il l'attend avec impatience. Layton demande joyeusement à son oncle de lui rendre visite pendant ses vacances, ajoutant que leur grand-mère a déjà donné sa permission. Layton fait ses adieux à Fluffy, tandis que la renarde jure silencieusement que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera une bataille de sorciers. Sion caresse affectueusement la tête de Layton, lui faisant un dernier au revoir. Avec un bruit de sabots,
L'élégante calèche de Layton s'éloigne à travers les grandes portes du domaine. Dans un bref flashback, Sion se souvient avoir dit à un Layton déçu qu'il ne pouvait pas lui donner la renarde. Sion réfléchit que la renarde est la première chose précieuse qu'il ait jamais eue, espérant que Layton comprendra un jour le désir de devenir assez fort pour protéger quelque chose. À l'intérieur de la calèche en mouvement, Layton sourit en pensant qu'il comprend maintenant un peu ce que son oncle voulait dire. Caressant le petit chiot, Layton attend avec impatience leurs temps ensemble, l'appelant son premier ami et sa précieuse famille. Layton parti, Sion traverse le couloir avec la renarde reposant tranquillement sur son épaule. Perchée sur son épaule, elle prononce doucement un nouveau nom à voix haute, Harara. Sion se tourne vers elle avec un doux sourire et lui demande si elle aime son nouveau nom. Grogneuse, elle lui mord l'épaule en signe de protestation, et il note calmement qu'elle ne semble pas aimer cela. Il prend doucement sa patte, songeant qu'il ne peut pas l'appeler Élisée Stella, puis lui demande en la taquinant si c'est ce qu'elle préférerait. La suggestion la plonge dans une rage apoplectique silencieuse. Il l'appelle « Ara ?» exigeant une réponse, et lorsqu'elle répond à contre-cœur par un petit « Q », il la félicite comme une bonne fille. Rowan remarque que la renarde a enfin un nom, bien que Layton puisse être déçu, mais Sion insiste froidement que le propriétaire devrait choisir le nom de son animal. Quand Sion déclare que le nom n'est pas mauvais, un Rowan embarrassé s'empresse d'être d'accord que c'est merveilleux. Deux femmes de chambre s'extasient sur l'attention que son Altesse semble porter à Ara, bien qu'elle nie intérieurement que ce soit pour une raison sentimentale. Une femme aux longs cheveux orange fait un signe de la main, appelant Mademoiselle Ara, et l'invitant à lui rendre visite quand Sion sera absent. Tandis que la femme la caresse doucement et promet de bien s'occuper d'elle, Ara décide que se lier d'amitié avec elle pourrait être avantageux. Blottie dans les bras de la femme, elle réfléchit que vivre en tant que renarde pourrait ne pas être si mal, étant donné le peu d'affection qu'elle recevait en tant que princesse. Bercée par un Sion souriant, Ara se dit que sa jolie apparence doit être la raison pour laquelle elle est si aimée. Tandis qu'elle repose sur son épaule, une vague de soulagement l'envahit, réalisant que Sion ne la hait pas comme elle l'avait craint. Sion annonce que dorénavant, tout le monde, sauf lui, devra s'adresser à la renarde en tant que mademoiselle renarde. La femme aux cheveux orange et une servante rousse semblent déçues, se demandant pourquoi elles ne peuvent pas l'appeler mademoiselle Ara elles aussi. Entourée d'une faible aura bleue, Sion déclare que c'est parce qu'elle est sa renarde, tandis que la femme aux cheveux orange songe à demander un nom différent. Il interdit fermement tout surnom, mais Ara lui tapote la joue, pensant en elle-même qu'un surnom serait parfait. Dans un flashback, un Sion plus jeune, aux cheveux bruns, se tient dans un champ de fleurs, regrettant de n'avoir jamais choisi de nom pour quelqu'un. Il prononce doucement le nom qu'il a choisi, Hara. Le jeune Sion décide que ce nom sera un précieux secret que lui seul connaîtra. De retour au présent, Hara est assise avec irritation entre deux servantes, dont l'une lui demande si elle a manqué quelque chose. Tandis que le personnel se prépare pour un événement, Hara observe, confuse quant au jour. Voyant le personnel du manoir s'affairer, elle se demande pourquoi il y a tant de mouvements, jusqu'à ce que quelqu'un mentionne que c'est le jour de la Fondation nationale. Choquée, Hara réalise avec enthousiasme qu'elle avait complètement oublié le jour férié national. Le jour de la Fondation est révélé comme l'anniversaire le plus important de l'Empire, célébré avec grandeur au palais impérial. La célébration est un événement majeur pour honorer la gloire illimitée de l'Empire de Léonia. En raison de son influence, le grand-duc d'Adelasia est toujours tenu d'assister à l'événement. Cela signifie que Sion, dans sa tenue de cérémonie, assistera au banquet d'anniversaire. Une main crépite d'une puissante énergie magique bleue, signalant une montée de détermination. Hara s'élance le long d'un grand couloir, réalisant que c'est une occasion parfaite pour ses plans. En jetant un coup d'œil dans un bureau, elle entend un homme aux cheveux verts dire à Sion qu'il doit assister à l'événement. Tandis que l'homme détaille l'emploi du temps, Hara décide que c'est sa chance d'agir. Elle bondit sur le bureau de Sion, effrayant l'homme aux cheveux verts, juste au moment où Sion accepte calmement l'emploi du temps. Tirant sur le manteau de l'homme pour attirer l'attention, elle tente désespérément de communiquer un message important à Sion. Désormais sur l'épaule de Sion, elle lui lance un regard suppliant aux yeux étoilés. Mais il lui demande simplement pourquoi elle le fixe. Un regard de compréhension naissante traverse le visage de Sion, alors qu'il commence à deviner son intention. Il refuse catégoriquement sa demande tacite, laissant Hara fulminer en silence et exiger de savoir pourquoi. Sion explique qu'il n'a jamais emmené d'animal à un banquet auparavant, provoquant un grognement indigné de la part de Hara.
Il déclare que sa décision est finale et une Ara enflammée fulmine intérieurement, insistant sur le fait qu'elle a une très bonne raison. Ses pensées révèlent que la famille Arcudi, qu'elle soupçonne d'être des mages noirs, la cherche et fera probablement un mouvement le jour de la fondation. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle se résout à les arrêter elle-même et, si possible, à trouver une opportunité. Ses pensées vagabondent vers un souvenir de son ancien moi, Élise Stella, se tenant élégamment avec un homme aux cheveux blancs. Déterminée à y aller, elle se frotte contre la main de Sion, le poussant à se demander comment une renarde peut faire une mine aussi désespérée. En regardant le domaine, Sion exprime un sentiment de malaise face à la situation. Un montage montre les tentatives persistantes mais infructueuses de Hara pour convaincre Sion, qui est ignoré ou contrecarré à chaque tournant. Soupirant, Sion conclut que ses efforts sont inutiles alors qu'il lui prend doucement le visage dans sa main. Hara le fusille du regard, frustré par son incroyable obstination. Tandis que Sion la regarde avec une expression résolue, elle se demande ce qu'elle peut bien faire pour le faire changer d'avis. Une lueur malicieuse apparaît dans les yeux de Hara, alors qu'une nouvelle stratégie lui vient soudainement à l'esprit. Elle saute brusquement sur Sion, qui est pris par surprise et se demande ce qu'elle manigance maintenant. Décidant que son dernier recours est d'agir mignonne, elle gémit et se frotte affectueusement contre sa jambe. Il commence à caresser la renarde, tandis qu'elle repose paisiblement sa tête sur ses genoux. Le regardant avec des yeux suppliants, elle se frotte contre sa main et le supplie intérieurement d'accepter. Sao baisse les yeux, tiraillé. Il sait exactement ce qu'elle fait mais se retrouve incapable de la repousser. Elle continue de se blottir et de supplier, épuisant sans relâche sa résolution avec sa mignonnerie. Finalement, Sion cède, pose sa main sur sa tête, prononce doucement « Élise Stella » et admet sa défaite. Avec un joyeux « Kiou », la renarde victorieuse s'installe sur ses genoux, tandis qu'il la caresse et lui dit de faire comme elle l'entend. Alors qu'il se prépare à partir, Élise Stella pense au palais impérial, sa ville natale où elle a vécu toute sa vie. En arrivant au palais, Sion porte une Hara pensive, qui ronge sa patte, tandis qu'il lui demande ce qu'elle manigance. Sion questionne avec perspicacité ses motivations à assister au banquet impérial, sachant qu'elle n'y va pas juste pour s'amuser. La renarde se repose sur ses genoux, gémissant intérieurement qu'il est trop intelligent pour son propre bien. Elle réaffirme son véritable objectif, utiliser le banquet comme une opportunité pour enquêter sur ceux impliqués dans la magie noire. Décidant qu'il est encore trop dangereux de le dire à Sion, elle saute de ses genoux pour réfléchir à son prochain coup. Elle déplore son incapacité frustrante à communiquer avec Sion, souhaitant qu'il y ait un meilleur moyen. Assise sur le bureau, la renarde déterminée formule un plan pour surmonter leur barrière de communication. Avec un regard déterminé, elle prend une grande plume, décidant d'écrire un message sur le palais impérial. Sion demande curieusement ce qu'elle fait, mais la renarde lève simplement les yeux, lui faisant comprendre qu'elle expliquera plus tard. Il accepte de l'emmener mais ajoute une condition, ce qui met immédiatement la petite renarde sur le qui-vive. Sion explique le problème. Alors qu'elle peut le comprendre, il ne peut que deviner ses intentions. La renarde reconnaît qu'il a raison et admet intérieurement qu'il est incroyable qu'il puisse la comprendre du tout. Comme condition principale, Sion propose qu'ils établissent un ensemble de signaux pour qu'ils puissent la comprendre. Il explique qu'avoir un moyen de communication de base lui apportera la tranquillité d'esprit au banquet. Sion sourit, proposant avec assurance le premier signal. En cas d'urgence, elle doit pleurer. La renarde est horrifiée par la suggestion, pensant qu'elle n'a jamais pleuré devant personne auparavant. Il continue à réfléchir à des signaux, démontrant avec espièglerie comment elle pourrait bouger sa patte, sa tête et sa queue. Leur session est interrompue alors que Rowan annonce son arrivée et ouvre la porte du bureau. Un Rowan surpris entre, s'arrêtant net en demandant ce que son Altesse est en train de faire. « Ouah !» La renarde saute de surprise à l'intrusion soudaine, atterrissant directement sur la tête de Sion. Accrochée à ses cheveux, elle réalise qu'elle était si surprise qu'elle a failli frapper Sion mais a plutôt bondi sur lui. Un Rowan amusé demande à Hara de descendre du visage du duc, se demandant s'il a toujours été aussi excentrique. Plus tard, Hara se retrouve parée d'un grand nœud orné, pensant que ce n'est pas aussi mauvais qu'elle l'avait imaginé. Elle conclut fièrement que, le meilleur de tout, le nouvel accessoire lui assurera de se démarquer le plus. Un narrateur explique que la princesse Elistella a toujours joué un rôle vital dans les célébrations de l'anniversaire de la fondation de l'Empire. Saluée comme le génie du siècle, la magie incroyable d'Elistella était une pièce maîtresse des festivités. Elle afficherait la puissance de l'Empire à travers une magie grandiose et ardente, montrant à son peuple à quel point il était glorieux. Par conséquent,
s'habiller de tenues extravagantes et magnifiques, faisait simplement partie de son devoir royal. De retour au présent, une femme de chambre trouve le look de Hara un peu terne, et cherche l'accessoire parfait. La femme de chambre offre une broche scintillante en forme de fleur à la renarde curieuse. Ravie, la femme de chambre s'extasie sur la mignonnerie de Hara et envisage d'ajouter de la dentelle, tandis que Hara acquiesce silencieusement que cela lui va bien. La femme de chambre jure de faire en sorte que Mademoiselle Renarde brille le plus au banquet, et Hara est impressionnée par son sens de la mode. Dans un bref flashback, Sion est vu en train d'engager une boutique de premier ordre, laissant Hara toucher qu'il ait fait de tels efforts pour elle. Maintenant entièrement parée, une Hara satisfaite ferme les yeux, émue par le geste et prête à porter les meilleurs accessoires. Elle remue la queue, montrant fièrement son nouveau grand nœud vert et sa fleur pour les cheveux. Tandis qu'un Sion élégamment vêtu se prépare à partir, une Hara choyée pousse un bâillement somnolent. Sion observe son excitation, pensant en lui-même qu'il y avait une raison pour laquelle il hésitait à l'amener. Il réfléchit qu'au cours des 6 derniers mois, l'Empire a systématiquement effacé son existence et ses privilèges de princesse. Il la regarde avec une expression douce et inquiète, se demandant si elle pourra gérer ce qui l'attend. Bien qu'il sache que c'est inutile, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elle. La scène passe du coucher de soleil chaleureux sur le duché au ciel nocturne étincelant au-dessus du palais. Hara s'étire grandement sur un coussin moelleux, se sentant rafraîchie et prête pour le banquet. Avec le grand événement, enfin demain, elle décide joyeusement qu'il est temps de passer une bonne nuit de sommeil. Sion se tient au-dessus d'elle, lui demandant si elle va vraiment dormir comme ça, à sa grande confusion. Il sourit doucement, touchant son menton et lui disant avec assurance de tout lui laisser une fois de plus. Il annonce ensuite qu'il est temps de se laver avant de se coucher, et Hara recule, les yeux écarquillés d'horreur. Alors qu'il la soulève, elle se débat et insiste pour qu'il ordonne à Anessa de le faire, mais il répond calmement qu'il n'est pas fatigué. Elle gémit dramatiquement tandis que Sion l'emporte, réalisant que son apparence n'avait plus d'importance en ces instants. Le lendemain, parée d'une délicate tiare et de bijoux, Hara admire son reflet, se sentant à la mode et satisfaite. Pendant qu'Anessa apporte les derniers ajustements à la tenue de Sion, Hara jure de la réembaucher comme servante exclusive dès qu'elle retrouvera son corps. Perdue dans un beau souvenir d'elle-même en tant qu'humaine, elle pense qu'aujourd'hui, elle se sent enfin de nouveau comme une princesse. Hara, la renarde blanche, se blottit affectueusement contre l'épaule de Sion, se disant à quel point c'est agréable d'être enfin à nouveau apprêtée. Une servante, Anessa, remarque que Sion et Hara forment un couple parfait, ce qui surprend Sion. 2 invités proches, un homme aux cheveux verts et une femme aux cheveux châtains rosés, sont d'accord, la femme s'exclamant à quel point ils sont adorables. Une autre invitée saisit avec excitation le bras de sa compagne, l'incitant à jeter un œil au grand-duc et à sa renarde. Une narration déclare qu'avec la renarde à ses côtés, son Altesse brille encore plus, et la renarde brille également de 1000 feux. Hara sourit avec suffisance, pleinement consciente de l'adorable de son corps de renarde, tandis que Sion pense, en connaissance de cause, qu'il peut lire dans ses pensées même sans la regarder. Hara déclare qu'il se dirige enfin vers le palais impérial, qui est montré dans toute sa magnifique splendeur sous un ciel nocturne étoilé. Sion porte Hara sur son épaule, alors qu'il traverse un grand couloir résonnant au plafond magnifiquement peint. Hara se remémore avoir joué dans ce même couloir enfant, se rappelant son affection pour un portrait de l'empereur fondateur qui lui ressemblait. Un flashback montre une jeune Hara aux cheveux blancs, princesse, tendant une petite main vers le grand portrait de l'empereur fondateur. De retour au présent, elle admet que, bien qu'elle ait perdu tout intérêt en grandissant, le revoir provoque une vague d'émotion. En arrivant à la salle de banquet, Hara réalise qu'elle a manqué le palais plus qu'elle ne le pensait, juste au moment où Sion se tourne pour lui demander quelque chose. Sion fixe quelques règles, disant à Hara de ne pas se promener seule, de rester à ses côtés et de faire semblant de ne reconnaître personne. Il lui demande si elle comprend, et Hara répond par un clin d'œil confiant. Sachant que les choses pourraient dégénérer, Hara décide de s'excuser auprès de Sion à l'avance pour tout ce qu'elle pourrait faire. 2 nobles dames chuchotent avec admiration, spéculant que le magnifique nœud du renard pourrait être une rare œuvre d'art annuelle du célèbre maître d'Aira. Hara est prise au dépourvu par l'attention, alors qu'une autre invitée s'émerveille de n'avoir eu aucune idée que le grand-duc se souciait tant de la renarde. Sion réfléchit silencieusement à la situation, tandis qu'une voix de femme l'interpelle, s'adressant au grand-duc d'Adélacia. Une noble aux longs cheveux violets et un éventail s'approche, demandant à Sion s'il élève la renarde.
Sion se tourne pour lui faire face et confirme qu'elle a raison. Les deux femmes bavardes d'avant chuchotent avec colère, frustrées que quelqu'un d'autre ait pu parler au beau grand-duc en premier. La femme aux cheveux violets se présente comme la fille du marquis Franzian et demande poliment si elle peut caresser l'adorable renarde. Sion délègue habilement la décision à Hara, affirmant que la femme doit d'abord demander la permission au renard. Tandis que la noble hésite, Hara grogne, furieuse à l'idée d'être touchée par elle. Waouh! Hara se jette en avant avec un grognement vicieux, effrayant la femme et prenant Sion par surprise. La femme troublée recule, remarquant que le renard est un peu féroce. Il ajoute que, étant une renarde, elle se méfie particulièrement des personnes impolies, ce qui offense clairement la noble. La femme se retourne et s'éloigne avec dépit, tandis que Sion et Hara la regardent partir. Sion sourit faiblement et caresse doucement la tête de Hara, qu'elle reçoit avec un frottement satisfait. De la foule, on entend un invité se plaindre que le banquet de cette année est beaucoup moins excitant que celui de l'année dernière. Un autre invité est d'accord, notant que son Altesse royale est partie, et que le banquet précédent avait même des participants d'autres pays. Alors que d'autres nobles se plaignent de l'événement ennuyeux, Hara écoute avec un regard d'acier, furieuse de leur manque de respect pour le banquet de l'Empire. Mais sous sa colère, elle ressent une bouffée de fierté, heureuse qu'il réalise que la célébration n'est rien sans elle. Décidant qu'il est temps d'élever le niveau du banquet, Hara se prépare à partir, incitant Sion à lui demander où elle va. Elle s'éloigne joyeusement en gambadant, pensant qu'il est temps de présenter le clou du banquet. Trouvant un endroit tranquille dans le jardin du palais, Hara déclare triomphalement qu'elle a trouvé son atout. Elle révèle qu'elle a stocké du pouvoir magique dans une fleur spécifique et qu'un léger contact le libérera. Esousiluen. Une vague de magie éclate, créant un champ de fleurs lumineuses qui hypnotise les invités du banquet. Et Hara pense que son spectacle n'est pas mal du tout. Ouah! Un invité s'exclame que quelque chose semble se matérialiser du mana, tandis que Hara pense qu'elle n'a utilisé que le pouvoir de la fleur. Un blason brillant et lumineux de l'Empire se forme dans le ciel, choquant même Hara, qui se demande si elle n'a pas fait autre chose par erreur. La scène magique est décrite comme étant si belle qu'on a l'impression que la Voie lactée éclate du ciel. Hara réalise qu'à part elle, personne d'autre dans l'Empire ne devrait être capable d'utiliser ce type spécifique de magie. Elle conclut qu'il n'y a qu'une autre personne qui aurait pu le faire. Inrision, alors que le panneau se concentre sur un Sion pensif. Un bref flashback montre Hara en princesse aux cheveux blancs, vêtue d'une magnifique robe, se tenant devant Sion lors du banquet. De retour au présent, Hara regarde Sion et comprend qu'il a dû amplifier sa magie pour elle. Détournant la tête, elle se demande avec des émotions mitigées si Sion la prend en pitié. Elle secoue rapidement sa sentimentalité, réalisant que c'est sa seule chance et qu'il n'est pas temps d'être émotive. Sa détermination se durcit alors qu'elle décide qu'elle doit utiliser cette opportunité pour enquêter autant que possible. Sautant de son perchoir, Hara se faufile avec détermination à travers la foule, à la recherche de quelqu'un nommé Comte Arzoudi. Au milieu des bavardages du banquet, deux nobles femmes bavardent, l'une rapportant avec enthousiasme ce que la comtesse a dit. Ailleurs, une femme accepte gracieusement un compliment d'une autre invitée sur son nouveau collier. Hara observe la foule, reconnaissant de nombreux visages, mais sachant qu'elle ne peut faire confiance à aucun d'entre eux. Son attention est captée lorsqu'un groupe de femmes salue chaleureusement une noble blonde, l'appelant Lady Greta. Hara se concentre sur la femme blonde, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle identifie la femme avec une pointe de dédain, Greta Lecteron. Un flashback révèle que Greta rêvait autrefois d'être la coqueluche de la haute société avant la ruine financière de sa famille. L'histoire continue en racontant que Greta est ensuite devenue la femme de chambre personnelle de Hara, utilisant la renommée de la princesse pour restaurer l'honneur de sa famille. En servant la puissante princesse aux cheveux blancs, Greta a réussi à naviguer et à profiter de la haute société qu'elle convoitait. De retour au présent, Greta accepte gracieusement les félicitations pour le succès renouvelé de sa famille. En la regardant, Hara note sèchement que son ancienne femme de chambre semble s'être élevée encore plus haut. Une vague de tristesse submerge Hara lorsqu'elle voit que son siège personnel, autrefois situé près du trône de l'empereur, a été retiré. Elle remarque ensuite que les arrangements floraux sont différents, un autre rappel douloureux que toutes les traces d'elle sont en train d'être effacées. Son esprit s'égare vers un souvenir de sa vie antérieure, entouré d'interminables documents officiels. Elle se souvient s'être habituée à la haine qu'elle recevait de tous, se résignant à une existence solitaire. Mais en réfléchissant à ses souvenirs maintenant, elle réalise que son acceptation silencieuse était une terrible erreur. Avec des yeux tristes, elle s'avoue que d'être haïe n'a jamais été acceptable.
Elle se souvient comment ils ont tous cherché à corrompre sa réputation et à détruire complètement toute trace de son existence. Submergée, Ara réalise que tout le monde la méprisait et qu'il ne ferait que rire s'il connaissait la vérité sur son passé maudit. Perdue dans le désespoir sur la table du banquet, elle se demande silencieusement si elle pourra un jour échapper à la malédiction dans cette nouvelle vie. La voix de Sion coupe doucement ses sombres pensées, alors qu'il l'appelle par son nom, faisant tomber ses oreilles. En regardant la renarde abattue, il pense que cette expérience douloureuse est exactement la raison pour laquelle il hésitait à l'amener. Il lui demande sans détour ce qui la tracasse, lui rappelant que les nobles ne l'aimaient pas plus avant, de toute façon. Se retournant avec un grognement, Ara pense avec colère qu'il n'avait pas besoin de la frapper là où ça fait mal. Sion sourit simplement gentiment, lui disant que cette attitude morose ne lui ressemble pas du tout. Il la regarde avec conviction, déclarant que personne au palais ne pourrait jamais vraiment ignorer son existence. Levant son verre, il proclame que la princesse Elisestella est quelqu'un qui brille au-dessus de tous les autres. Étonné par ces éloges soudains, Ara se demande ce qui lui prend et s'il essaye vraiment de la réconforter. Elle lève les yeux vers l'écusson magique dans le ciel, réalisant qu'il a dû créer ce magnifique spectacle pour elle. Alors qu'un minuscule Sion apparaît pour demander s'il a raison, la queue de Ara remue furieusement, alors qu'elle affirme que oui, absolument. Sion poursuit ses éloges, lui disant qu'elle est la parfaite et éternelle Elisestella, et qu'elle devrait garder la tête haute. Il lui pousse ensuite un verre de jus, lui disant de le boire, et de se réjouir juste cette fois-ci. Ara regarde le verre avec suspicion, agacée qu'il lui ait apporté du jus au lieu de quelque chose de plus fort. Après un moment de désir pour son alcool préféré, elle prend une gorgée tandis que Sion observe avec un léger sourire. Avec un léger sourire. Sentant un sens du but renouvelé, Ara s'élance vers un ensemble de portes familières, pensant que cet endroit lui a manqué. Arrivant dans son ancienne et somptueuse chambre, elle observe qu'elle semble avoir été fermée depuis longtemps. Elle regarde sa coiffeuse, soulagée de constater que tous ses objets personnels sont toujours là. Elle se dit que, puisqu'il s'agit d'objets enchantés d'un grand sorcier, personne n'oserait les toucher sans permission. Soudain, ses oreilles tressaillent alors qu'elle entend un bruit, son expression devenant instantanément alerte. Enragée par l'intrusion, elle se demande furieusement qui ose entrer dans sa chambre et se cache rapidement. Les portes s'ouvrent en grinçant pour révéler le comte et la comtesse Arzoudi, qui trouvent la pièce effrayante et décident de faire vite. Alors que le couple entre, Ara observe depuis sa cachette, pensant qu'ils sont devenus bien audacieux pour s'introduire ici. Elle sourit avec assurance, pensant qu'ils sont trop tard, car elle croit avoir déjà pris tout ce qui a de la valeur. La comtesse panique en voyant la pièce vide, tandis que le comte cherche frénétiquement, insistant sur le fait que leur cible doit être là. La comtesse s'exclame soudainement qu'elle l'a trouvé et son mari se précipite à ses côtés, exigeant de savoir quoi et où. Jetant un coup d'œil depuis sa cachette, une Ara confuse se demande ce qu'ils ont bien pu trouver. Le comte Arzoudi ricane, remarquant que les rumeurs selon lesquelles la princesse était une fille stupide malgré son génie étaient finalement vraies. La comtesse acquiesce, brandissant triomphalement une boîte à bijoux contenant une paire de magnifiques boucles d'oreilles bleu clair. Alors que la comtesse fait pendre une boucle d'oreille, Ara la fixe sous le choc, la reconnaissant comme celle qu'elle utilisait pour gérer son mana. Une décharge de panique traverse Ara, alors qu'elle réalise que la boucle d'oreille est toujours chargée d'une quantité massive de son mana. Alors que la boucle d'oreille brillante plane dans son esprit, Ara réalise avec effroi qu'il tente d'extraire et d'utiliser son mana. Une explication narrative révèle qu'il existe deux façons dangereuses d'utiliser le mana d'autrui, mais qu'une méthode simple existe. La manière sûre de mélanger le mana est révélée. Utiliser le mana d'une personne déjà morte. Cela explique tout. Ara comprend qu'en volant dans ses chambres, ils doivent être convaincus qu'elle est morte. Ara réalise qu'il pense qu'il est sûr d'utiliser son mana et confirme ses soupçons qu'ils sont impliqués dans la magie noire. Une voix retentit, déclarant qu'ils doivent tous les deux être devenus fous. Sursauté par la voix soudaine, le comte et la comtesse Arzoudi se retournent, alarmés, tandis que la comtesse balbutie de reconnaissance. Sion se tient imposant dans l'embrasure de la porte, demandant sévèrement ce qu'ils font dans les appartements de la princesse impériale. Une Ara folle de joie, portant une minuscule couronne, pense que le timing de Sion est parfait. Dans un flashback, Sion est vu au banquet, tandis que Ara s'enfuit vers ses anciennes chambres. Sion se souvient avoir su qu'Elisestella n'avait pas révélé sa véritable raison d'assister au banquet. Il se souvient avoir décidé de la suivre au cas où, tandis que Ara est montré courant dans le couloir vide du palais.
La scène se concentre sur les détails ornés de la tenue de cérémonie de Sion. De retour au présent, la comtesse demande nerveusement pourquoi son Altesse est ici, ce à quoi Sion répond qu'il a la même question. Avec un léger sourire, Sion explique qu'il cherche simplement sa renarde perdue. Grogne! La comtesse nie rapidement avoir vu une renarde, juste au moment où un son vient de la direction de Sion. Ara sort de ses bras de Sion, annonçant triomphalement sa présence par une pensée. Car. La comtesse hurle de choc, laissant tomber la boucle d'oreille bleue lumineuse sur le sol. Sion reconnaît calmement avoir trouvé sa renarde, tandis que le comte prétend maladroitement qu'il ne l'avait juste pas vue. Le comte nerveux murmure à sa femme que c'est bon, croyant qu'une simple renarde ne comprendra pas ce qu'elle a vu. Sion regarde directement le couple et leur demande d'expliquer, mais la comtesse feint la confusion. Avec un regard menaçant, Sion répète froidement sa question, exigeant de savoir pourquoi ils sont dans la chambre de la princesse. Ara se blottit avec contentement dans les bras de Sion, tandis qu'il la tient. Une série de vignettes adorables montre les expressions changeantes de Ara, prudence, danger et suspicion, observées par un Sion minuscule. Le comte ment, affirmant qu'ils n'ont pas pu accepter la mort de la princesse et sont venus chercher des preuves qu'elle était toujours en vie. Les yeux de Sion brillent d'intensité, tandis qu'il rétorque qu'ils auraient dû faire une demande officielle. La comtesse explique que chercher après les funérailles défierait la volonté de sa majesté, faisant un geste vers un portrait de la princesse. Suppliant sa compréhension, elle prétend qu'ils ont dû chercher en secret, mais Ara la dévisage, sachant qu'elle les a entendus l'insulter plus tôt. Alors que la comtesse prétend partir, elle se penche subtilement pour ramasser la boucle d'oreille tombée. En tentant de dissimuler le mana de la boucle d'oreille avec le sien, Ara se moque de leur folie. Sion les arrête net en s'adressant froidement au comte Arzoudi par son nom. Il déclare calmement qu'il souhaite en savoir plus sur leur progression dans la recherche de la princesse. Le comte sue nerveusement tandis que Sion soutient son regard, attendant une réponse. Sion demande directement si prendre la boucle d'oreille est liée à leur recherche, et la comtesse, troublée, confirme que oui. Sa demande de voir l'objet envoie une vague de panique à travers le couple à l'air coupable. La comtesse présente la boucle d'oreille à contre-cœur, mais en le faisant, sa main est soudainement consumée par une énergie sombre et corruptrice. Elle crie de douleur tandis que la magie noire engloutit son bras, un effet secondaire que Sion savait qu'il se produirait, en interférant avec le mana d'un magicien. Puisque Ara est vivante, la magie protectrice de la boucle d'oreille attaque la comtesse, qui réalise avec une horreur naissante que la princesse pourrait ne pas être morte. Ce n'est pas possible, s'exclame la comtesse avec incrédulité, tandis qu'une Ara satisfaite observe le visage impassible de Sion. Le comte terrifié se tourne vers Sion, lui demandant désespérément s'il savait que son Altesse impériale était toujours en vie. Ara l'interrompt avec colère, exigeant de savoir où est la princesse, et pensant qu'ils ne se sont jamais souciés d'elle. Sion sourit avec suffisance, remarquant que si la princesse les voyait maintenant, elle rirait sûrement. Le comte et la comtesse insistent que ce n'est qu'un malentendu, mais Sion convient que quelque chose a en effet profondément mal tourné. La comtesse essaye de faire appel à leur histoire commune, rappelant à Sion leur relation amicale avec le défunt duc et duchesse d'Adelasia. L'expression de Sion se durcit lorsqu'il demande s'ils ont oublié ce que la princesse a fait à ses parents. Son visage est assombri par la douleur lorsqu'il mentionne la défunte duchesse. Le comte Arzoudi rétorque, accusant Sion de haïr la princesse arrogante autant qu'eux. Il soutient que ces actes maléfiques étaient attendus et que trouver sa localisation est ce qui est vraiment important maintenant. Ara écoute, reconnaissant qu'un incident passé a créé une faille entre elle et Sion, mais espérant désespérément qu'il ne croira pas les mensonges du comte. Tandis que Sion observe sombrement, Ara a une vision horrifiante du comte et de la comtesse Arzoudi mourant violemment, ce qui la force à un cri de déni. Dans la vision, la comtesse mourante hurle à propos du sang et supplie Sion d'utiliser sa magie pour les soigner, tandis que le comte demande désespérément s'il les laissera mourir. Avec des yeux verts brillants, Sion confirme froidement que les laisser mourir est exactement ce qu'il a l'intention de faire. Le comte ensanglanté regarde avec un choc total, un grand point d'exclamation soulignant son incrédulité. Serrant sa main ensanglantée, le comte tente de marchander, demandant si Sion est curieux des morts de l'ancien duc et de la duchesse et offrant de tout lui raconter. Tandis que Ara, passée et présente, observe avec alarme, le comte précise que leurs morts sont liés à la princesse, ce qui provoque la panique chez Ara. Une bulle de texte révèle la confession tout, y compris la façon dont le duc est mort, est liée. Tandis que Ara observe avec terreur, le comte Arzoudi est soudainement frappé par une force puissante et invisible. Un instant plus tard,
le comte et la comtesse gisent tous deux morts sur le tapis orné. En regardant la boucle d'oreille tomber près de leur corps, Hara réfléchit que la princesse était accro à la magie noire, et aurait pu vivre si elle y avait simplement renoncé. Une narration explique que si les humains croient utiliser la magie noire pour atteindre leurs objectifs, ils en deviennent en réalité les marionnettes. L'explication conclut que la magie noire laisse une marque éternelle sur ses utilisateurs, même après la mort, tandis que Hara se tient au-dessus du corps de la comtesse. De retour au présent, Hara demande urgemment à Sion ce que le comte et sa femme ont dit avant de mourir. Un homme aux cheveux noirs nommé Rowen apparaît soudainement et Hara réalise avec un choc qu'il a dû tout entendre. Sion instruit calmement un Rowen troublé de nettoyer d'abord la scène. Au banquet, les nobles réagissent avec choc et horreur tandis que Sion explique la situation, haletant à la nouvelle que les Arzoudi pratiquaient la magie noire et sont morts avec la peau noircie. Les nobles étonnés digèrent la sombre révélation que le comte et la comtesse étaient impliqués dans la magie noire. Hara est assise près de la main corrompue du défunt comte Arzoudi, contemplant sobrement la disparition de la famille. Elle craint que ce ne soit que le début, et se demande jusqu'où la corruption de la magie noire s'est déjà propagée. Alors qu'il roule en calèche, Rowen demande à Sion ce que les derniers mots du comte Arzoudi signifiaient. Rowen insiste davantage, questionnant pourquoi le couple est mort et concluant que le comte devait savoir quelque chose de crucial. Sion reste silencieux et stoïque, n'offrant aucune réponse aux questions de Rowen. Blottie sur un coussin somptueux, Hara pense à elle-même qu'elle ne peut toujours pas se résoudre à pardonner à Sion. Rowen explique à Hara que Sion agit sur un coup de tête et est tourmenté par des cauchemars nocturnes. Le flashback de Rowen montre une pierre tombale, tandis qu'il se souvient avoir appris que les morts du grand-duc Adelasia et de sa femme étaient liés à la magie noire. Il poursuit, révélant son inquiétude que la vérité sur leur mort soit exposée et mentionnant que la zone était strictement contrôlée. Rowen craint que si le secret est révélé, la famille Adelasia ne soit ruinée, car ce fut une grande épreuve pour Sion. Sion écoute les préoccupations de Rowen avec une expression sérieuse et contemplative. Hara revient au présent, toujours en train de méditer sur le sens des derniers mots du comte Arzoudi. Elle se remémore un souvenir de son ancien moi, Élise Stella, se tenant devant une magnifique porte, et se demandant ce qui s'était réellement passé ce jour fatidique. Dans un flashback, une noble aux yeux bandés réprimande quelqu'un pour son comportement incontrôlable, tandis qu'au présent, Sion observe discrètement la couronne de Hara. Sion se souvient amèrement des funérailles, pensant que la princesse a tout ruiné pour sa famille et questionnant furieusement ses motivations. Avec un soupir, Sion écarte ses propres pensées, concluant que ce n'était qu'un caprice de sa part. Hara est assise seule dans une bibliothèque, perdue dans une contemplation silencieuse. Regardant le dos de Sion, Hara s'excuse en pensée, admettant qu'elle ne peut toujours pas lui dire la vérité. Elle se résout à garder son secret, ayant décidé il y a longtemps de ne le dire à personne. Hara renforce sa détermination, décidée à protéger son douloureux secret quelles que soient les incompréhensions ou les paroles blessantes qui se présentent à elle. Tandis que Sion la regarde, Hara pense à elle-même que moins il y a de personnes qui connaissent le secret, mieux c'est. Dans ses pensées, elle clarifie qu'elle garde ce secret pour protéger Sion et sa famille. Elle réfléchit tristement que ce secret est la raison même pour laquelle sa relation avec Sion a été brisée. L'ironie ne lui échappe pas, car elle réalise qu'elle est là maintenant uniquement pour protéger la famille Adelasia. Sa mission est directement liée aux morts soudaines et tragiques du grand-duc et de la duchesse. Se souvenant du poing serré de Sion écrasant une fleur, elle reconnaît que sa colère envers elle était tout à fait naturelle. Elle accepte que leur relation ait pris fin, croyant que c'était une issue inévitable en raison de la malédiction. Se regardant dans un miroir de coiffeuse, elle décide de porter le fardeau seule, croyant que la douleur que Sion ressentirait est bien plus grande que la sienne. Atchoum! Un éternuement soudain brise la tension, et Hara se frotte les yeux, murmurant à quel point les choses sont devenues intenses. Elle écarte rapidement l'humidité de ses yeux, craignant que quelqu'un ne pense par erreur qu'elle pleurait. Elle raisonne que si elle reste avec Sion, il ne fera que continuer à avoir des cauchemars. Le cœur lourd, elle décide qu'il est préférable de dormir ailleurs pour la nuit. La scène balaie un grand manoir tandis qu'une voix off mentionne l'implication de tous, du commandant des chevaliers au comte Arzoudi. À son bureau, Sion écrit, tout en considérant une nouvelle demande de coopération concernant la magie noire. Rowen conseille à Sion d'accepter de coopérer mais aussi de se préparer à des variables inconnues, ce que Sion accepte. Sion pense que la famille du comte Arzoudi doit être choquée par la nouvelle,
surtout avec la réapparition soudaine de la magie noire. Il fait une pause, la plume à la main, accablé par l'incertitude de ce que l'avenir réserve désormais. Dans une autre pièce, une femme aux cheveux roux demande à son compagnon si le manoir ne semble pas trop calme ces derniers temps. L'homme acquiesce, ressentant un vide inexplicable, tandis que la femme remarque qu'elle n'a pas vu le renard de toute la journée. Il admet que le renard vif lui manque partout, tandis que Sion reste concentré sur ses devoirs. Perché sur un haut rebord de fenêtre, Hara se demande ce qui a tant préoccupé Sion récemment. Elle décide qu'il serait impudent de le harceler comme avant, résolue à garder ses distances. Un douloureux souvenir d'elle et Sion se tenant à l'écart refait surface, lui rappelant que leur relation est censée être inconfortable. Elle réfléchit que le fait d'être un renard pendant si longtemps lui a fait temporairement oublier la distance entre eux. En voyant une vision de sa vraie forme, elle est déterminée à trouver un moyen de briser la malédiction. Sa recherche commence dans la grande bibliothèque où elle tire un lourd tome d'une étagère haute. Épuisée et éparpillée sur des documents dispersés, elle désespère que trouver la réponse ne sera pas facile. Ses yeux se posent sur un livre d'apparence ancienne avec une écriture étrange, qu'elle identifie comme l'histoire de la fondation de la nation. Elle se souvient que l'ère de la fondation du pays était envahie par la magie noire. Une vision montre le puissant empereur fondateur aux cheveux blonds maniant une brillante magie dorée. Le récit légendaire de la façon dont l'empereur a rompu la lignée de la magie noire est encore largement raconté. Décidant que cela vaut la peine d'être enquêté, Hara ouvre l'ancien texte pour y regarder de plus près. Elle décide que si elle ne trouve aucun indice dans ce livre, elle quittera le manoir pour de bon. Revigorée, elle s'engage à lire autant que possible pour trouver un remède par elle-même. Juste à ce moment, Sion apparaît dans l'embrasure de la bibliothèque, ses pensées appelant silencieusement son nom. Rowen, qui l'accompagne, est surpris par leur visite soudaine et questionne la présence du duc. Oh, une femme aux cheveux roux avec eux aperçoit Hara et s'exclame joyeusement que le renard est là. Submergée par la déclaration de la femme sur combien elle avait manqué, Hara lève les yeux avec une larme à l'œil. En entendant son nom, son œil doré reflète l'image de Sion, et elle pense son nom en signe de reconnaissance. La femme joyeuse sourit et fait signe au petit renard de venir à elle. Choisissant de l'éviter, Hara se retourne et s'enfuit, provoquant un Sion confus à appeler le renard. Alors que le trio la regarde partir, la femme se demande à haute voix si le renard boude, une question que Hara trouve déroutante. La femme essaye de détourner Hara du livre avec la promesse de quelque chose de mieux. Sion l'arrête doucement, observant que le renard semble aimer ce livre en particulier et ne devrait pas être dérangé. Se penchant, la femme, Anessa, dit à Hara que son Altesse semble la connaître le mieux, un commentaire qu'Hara trouve étrange. Pourtant, en observant Sion et Rowen, elle reconnaît silencieusement qu'il la connaît, en effet, le mieux. Elle jette un coup d'œil en arrière sur l'ancien texte, s'avouant qu'elle l'a évité pour une raison. Plus tard cette nuit-là, entourée de piles de livres imposantes, une voix appelle son Altesse. Rowen demande si Sion a l'intention de rester toute la nuit, mais Sion lui dit sèchement de rentrer chez lui, s'il n'est là que pour rouspéter. Ne voulant pas le laisser seul, Rowen s'assied et demande ce qu'il a exactement cherché. Lorsque Sion prononce enfin son nom, un Rowen plein d'espoir offre immédiatement son aide. Sion lui ordonne de réexaminer les dossiers de la princesse en se concentrant sur la date de sa disparition. Seul avec ses pensées, un Sion fatigué se frotte le front, admettant qu'il ne peut même plus dormir correctement. Son esprit s'emballe, reliant les points entre ses parents, la magie noire du conte Azurdi et la présence de la princesse à leurs funérailles. Entouré de recherches, il conclut que tous les fils mènent à Élysée Stella et qu'une pièce cruciale du puzzle manque. Son expression se durcit alors qu'il réfléchit à qui, dans le manoir, pourrait détenir les réponses. Il se souvient avoir interrogé le majordome en chef sur la mort de ses parents, notant que l'homme n'était pas présent aux funérailles. Le majordome confirme qu'il n'était pas là, n'ayant aperçu la princesse que de loin. Sarodakar interroge ensuite le majordome sur le comportement de ses parents dans les jours précédant leur mort. Le majordome raconte que, pendant l'absence de Sion, l'état de la grande duchesse s'était considérablement aggravé, préoccupant le duc. Il admet qu'il s'était inquiété pour elle, une déclaration qui laisse Sion dans une contemplation silencieuse et lourde. Alors qu'une vision saisissante d'Élysée Stella envahit son esprit, Sion prononce doucement son nom, rempli de doutes et d'émerveillement. Étonné par cette nouvelle information qu'il n'avait jamais entendue auparavant, il a du mal à assimiler l'image d'elle aux funérailles de ses parents.
La narration révèle une vérité stupéfiante concernant la femme aux cheveux blancs et aux yeux dorés. Elle savait déjà. Un flashback montre la femme aux cheveux blancs rencontrant le précédent grand-duc, bien que les détails de leur conversation restent un mystère. La magnifique femme aux longs cheveux se tient de profil, entourée d'une cascade de fleurs violettes et blanches. Sion médite sur l'histoire qu'on lui a racontée, déduisant que la personne s'en souvenait si vivement parce qu'elle en avait été témoin, mais il peine toujours à croire que ce n'était pas une illusion. Ses pensées se tournent vers les larmes de la femme, se demandant si elles étaient liées à sa visite au duché. Un flashback présente un majordome moustachu, debout solennellement près d'une fenêtre striée de pluie. Dans un souvenir sanglant, le majordome se remémore avoir vu son Altesse blessée. Il se détourne, décidant qu'il est préférable de retourner faire son rapport sur ce qu'il a vu. Le majordome est surpris de trouver un petit renard blanc et le supplie de ne rien dire à Sion, mais Hara se blottit simplement contre sa jambe, contente de garder le secret. L'air inquiet, le majordome demande doucement au petit renard d'attendre un instant. Crac. Soudain, le renard est englouti dans une tempête d'éclairs violets, ses yeux brillants de pouvoir. Le majordome jette un coup d'œil par la fenêtre à la tempête déchaînée, remarquant le temps épouvantable. Il remarque ensuite le renard tremblant et suppose que la foudre l'a effrayé. Pour la réconforter, le majordome prend Hara dans ses bras, proposant de l'emmener avec lui. Alors que le majordome la porte vers une grande porte, Hara pense avec satisfaction que cela l'empêchera d'atteindre Sion. Au présent, une voix chuchote que Mademoiselle Renard a été très occupée ces derniers temps. Il constate qu'elle n'a pas été vue depuis qu'elle a couru à la bibliothèque, supposant qu'elle cherche un moyen d'inverser sa malédiction. Une vision de la forme humaine de Hara, Élise Stella, apparaît avec son esprit de renard blanc massif enroulé protectrice autour d'elle. À son bureau, Rowan observe l'humeur de Sion, pensant que le renard l'évite et demandant si quelque chose ne va pas. Sion répond sèchement, mais Rowan remarque astucieusement qu'il a l'air contrarié toute la journée et qu'il est clairement curieux de savoir où se trouve Mademoiselle Renard. Rowan suggère en plaisantant que Sion est triste parce que le renard n'est pas venu, ce qui pousse un Sion, petit et désemparé, à le nier. Bien qu'il ne dise rien, l'expression pensive de Sion révèle la vérité. Son inquiétude se lit sur son visage. Rowan fait remarquer que Sion était pareil la dernière fois, mais Sion feint l'ignorance. Rowan se souvient d'une époque où, malgré leur guerre froide, Sion l'attendait patiemment. Soupir. Rowan se souvient que Sion attendait les excuses de son Altesse, mais finalement, elles ne sont jamais venues. Il s'interroge sur la raison pour laquelle Sion traite un simple animal avec la même gravité, le pressant de se rappeler qu'elle n'est qu'un animal de compagnie. Rowan s'inquiète des rumeurs, selon lesquelles le grand-duc serait en guerre froide avec un petit renard. À bout de nerfs, Sion explose, surprenant Rowan en lui criant de partir. Des nobles à proximité bavardent entre eux, se demandant ce qui se passe, et notant à quel point son Altesse semble contrariée. Après que Rowan a suggéré de donner de la viande au renard pour la réjouir, un Sion pensif se demande silencieusement pourquoi cela fonctionnerait. Sa curiosité piquée, Sion demande sévèrement comment Rowan est arrivé à cette conclusion. Plus tard, Rowan arrive avec un sac de délicieuse viande, saluant joyeusement Hara, qui pense avec enthousiasme qu'elle pouvait sentir la nourriture à des kilomètres. Alors qu'elle mange joyeusement le festin, Hara décide de pardonner à Rowan cette fois, puisqu'il lui a apporté de la nourriture. En déchirant un steak, elle clarifie que ce n'est pas un pardon, mais simplement un accord pour s'entendre. Car, les larmes de joie coulant sur son visage, Hara proclame avec extase à quel point la nourriture est délicieuse. Ailleurs, un aide murmure à un Rowan agacé que leurs cibles sont en mouvement, un rapport qu'il a maintenant entendu 5 fois. En grignotant, Hara remarque que Sion est occupé toutes les nuits et se demande où il va. Souriant malicieusement, Hara jette un coup d'œil derrière un coin, prête à enquêter. Elle arrive devant un portail massif et imposant, réfléchissant à la manière de le franchir. Réalisant que les portes sont gardées par des chevaliers qui la refuseront, elle cherche un autre moyen d'entrer. Trouvant un chemin caché, Hara tombe sur Sion, et ses hommes installant un piège à barrière de mana au manoir du comte Arzoudi, Sion étant impatient de voir qui ils vont attraper. Alors qu'un puissant cristal bleu pulse, quelqu'un crie, et Sion remarque que les intrus ne pourront plus se cacher longtemps. Sinon sent que les intrus ont franchi son piège, annonçant froidement qu'ils ont passé la barrière. Le bruit de pas résonne dans l'obscurité alors qu'une silhouette encapuchonnée approche. La silhouette s'arrête brusquement alors que la voix de Sion fend la nuit, demandant ce qui leur a pris si longtemps. Avec un sourire confiant, Sion salue l'intrus par son nom. Marquis d'Ekaiden. De retour à l'intérieur,
Rowan confirme à Sion que sa supposition était juste. Le coupable était bien le marquis d'Ekaiden. Le marquis capturé est montré enchaîné dans un donjon, tandis que Rowan exprime son choc de trouver un détourneur de fonds connu, caché dans le manoir du comte Arzoudi. Quand Rowan demande comment il savait, Sion explique qu'il l'a déduit des propres vantardises idiotes du comte Arzoudi. Sion se souvient du comte, se vantant lors d'une fête d'un mystérieux sauveur, qui avait restauré ses finances, un commentaire si suspect qu'il appelait pratiquement une enquête. Sion réfléchit à sa longue connaissance du marquis, admettant qu'il a voulu ignorer sa corruption jusqu'à ce qu'elle soit liée à la magie noire. Penché en arrière dans sa chaise, Sion considère les nouvelles informations, réalisant qu'elles créent un problème d'une toute autre nature. Rowan demande leur prochaine action, proposant d'interroger le marquis et de rapporter ses découvertes à Sion. Dans un sombre donjon, le marquis d'Ekaiden, enchaîné, arbore un sourire narquois en saluant un visiteur qu'il appelle Heinrizion. Tandis que Sion et Rowan le confrontent, le marquis remarque à quel point le jeune maître a grandi. Sion exige qu'il coupe court aux banalités, mais le marquis se contente de commenter son attitude forte et fière, laissant échapper une faible toux. Le marquis arbore un sourire narquois, espérant que quelque chose finira par briser l'esprit de Sion, et le narguant sur le temps qu'il pourra rester fier sans la princesse à ses côtés. Tous ans, le marquis ricane avec jalousie à propos du droit de naissance de Sion en tant qu'héritier d'Adelasia, se demandant s'il se croit parfait avant de serrer ses chaînes d'un regard furieux. Le marquis demande si Sion ne sait vraiment rien, mais Sion réplique froidement depuis l'embrasure de la porte, lui disant d'arrêter de jouer, et lui demandant pourquoi il est si effrayé. Ricanant follement, le marquis nargue Sion, affirmant qu'il est terrifié par le bavardage inutile et ne veut pas entendre la vérité. Riant hystériquement, le marquis mentionne la grande réputation du précédent duc et demande malicieusement si Sion respecte toujours ses parents, ce qui fait s'écarquiller l'œil de Sion de fureur. Sion avertit le marquis de ne pas continuer s'il souhaite maintenir le respect envers ses parents, mais le prisonnier se contente de ricaner, lui disant de continuer à blâmer les autres jusqu'à ce qu'il se pointe du doigt lui-même. Tranche, poignarde. La scène est éclaboussée de sang tandis que les yeux verts et froids de Sion fixent intensément. Toc, toc. La main sur sa joue éclaboussée de sang, Sion conclut que la réaction terrifiée de l'homme était une réponse suffisante. Alors que le sang se répand sur le sol, Sion déclare que tout secret déshonorant derrière la mort de ses parents est un fardeau que le duché d'Adelasia doit gérer. Debout au-dessus du marquis tombé, Simon accepte son devoir de maître de maison, proclamant que c'est un fardeau qu'il doit porter. Sion convoque Rowan, qui s'incline et confirme qu'il réexaminera l'affaire immédiatement. Tchou. Observant la lune de loin, Hara se dit que Sion n'abandonnera jamais. Un flashback commence dans la région d'Avus, où un magnifique champ de fleurs est réputé avoir provoqué d'étranges sourires et une affection obsessionnelle chez les gens. La narration explique que cette affection menait parfois à des pulsions violentes, illustrées par une chaise brisée et ensanglantée. À cette époque, l'ancien grand-duc cherchait désespérément un remède pour la duchesse, consultant de nombreux médecins célèbres. La famille d'Ekaiden étant réputée pour ses connaissances médicinales, personne ne se douta du marquis lorsqu'il offrit son aide, apportant secrètement de la magie noire à la place. Finalement, le duc et la duchesse décédèrent, et Hara réfléchit tristement qu'elle n'avait pas réussi à convaincre l'entêté duc de voir la vérité. L'histoire se révèle être un souvenir de Hara. Elle explique avoir utilisé le détournement de fonds du marquis pour se débarrasser de lui, et l'appâter pour obtenir des informations sur la magie noire. Tape, tape. Elle réfléchit que, si elle a beaucoup appris sur la magie noire, son enquête l'a finalement conduite à tout perdre et à rester piégée sous sa forme de renard. De retour au présent, Rowan note que la région d'Avus était l'endroit où la princesse a été vue pour la dernière fois, à peu près au moment où elle aurait fui le palais. Sion écoute Rowan relier les faits. La disparition de la princesse correspond à leur chronologie, et Avus faisait partie du territoire du marquis d'Ekaiden. Avec hésitation, Rowan avance une nouvelle théorie. Peut-être que la princesse ne s'est pas vraiment enfuie ce jour-là. La vérité est révélée. Elisestella connaissait l'existence de la magie noire depuis longtemps, et combattait seule les forces obscures. Pour combattre la menace, elle devait souvent créer des situations que d'autres percevaient, comme elle ne faisant que des ennuis. Une révélation frappe Sion lorsqu'il se souvient qu'elle a organisé des funérailles pour ses parents sans permission, et il se lève soudainement. Se tournant avec une détermination retrouvée, Sion dit à un Rowan surpris qu'il y a un endroit qu'il doit visiter immédiatement. Sinon on est maintenant certain. Elle a organisé les funérailles parce qu'elle savait que ses parents étaient impliqués dans la magie noire.